Un hélicoptère de la police plane au-dessus d'un bâtiment d'hôpital et verrouille sa cible. Les policiers au sol encerclent l'entrée pendant qu'ils disent aux ravisseurs de libérer l'otage. L'homme les avertit de ne pas bouger ou il tuera son otage. Le tireur d'élite reste à son poste d'observation et confirme qu'il est confiant de tuer le ravisseur sans blesser l'otage. Luke, impatient en phase terminale, se moque de l'homme pour ses mouvements de débutant. Le ravisseur dit à Luke de se taire, tandis que l'équipe du SWAT passe au plan B après qu'il utilise la couverture de son otage. Luke suggère à l'homme de se cacher rapidement dans le coin et de fermer toutes les fenêtres pour se défendre contre l'équipe d'assaut, ce qui ne fait qu'agacer l'agresseur. Le ravisseur suit ses suggestions de toute façon. L'équipe du SWAT réfléchit attentivement à sa prochaine action puisque l'homme possède quelque chose de très important. L'homme regarde par la fenêtre et appelle l'équipe du SWAT des chiens avec un bon flair. Il soupçonne qu'ils sont déjà au courant de l'objet qu'il cache. Luke se moque du ravisseur qui est manifestement en difficulté. Il pointe son arme sur Luke et menace de le tuer. Avec un sourire narquois, il dit au ravisseur de bien regarder autour de lui, incitant le criminel à lui demander où ils sont. Un panneau sur le mur révèle que l'endroit est la classe de soins palliatifs. Luke explique calmement que ceux qui sont en phase terminale ici ont au plus 2 mois à vivre. Le ravisseur serre la mâchoire de frustration. Assis avec désinvolture, Luke dit que les menaces de mort ne fonctionnent pas sur quelqu'un qui est déjà en train de mourir, puis il pose une question. Luke demande ce que le ravisseur cache dans ses bras, prenant le criminel au dépourvu. Luke frappe soudainement en lançant un oreiller au ravisseur. Il saisit l'homme de force, lui assénant un coup violent à la tête. Luke attrape alors le bras de l'homme au milieu de la lutte, tordant le grognement avec une précision calme. Luke fait basculer l'homme par-dessus son épaule avec une force écrasante. Il le jette au sol sans hésitation. Le ravisseur demande si on lui a menti. Luke se tient au-dessus de lui et confirme qu'il ne vivra pas longtemps, mais cela n'a pas d'importance. S'agenouillant, il saisit le col de l'homme et le réprimande pour avoir gaspillé 7 minutes et 28 secondes de son temps. Tenant une petite boîte, il se moque de l'homme pour l'avoir caché et avoir attiré autant d'attention. L'homme panique et le supplie de le lui rendre. Avec un sourire diabolique, Luke ouvre la boîte qui brille soudainement. Il a l'air intrigué par ce qu'il voit alors que des données tourbillonnent autour de lui. L'homme hurle d'horreur et tend la main en vain. Le système apparaît soudainement en annonçant que l'inscription de Luke en tant que voyageur est terminée. Entouré d'une énergie rayonnante, Luke demande quel est ce bruit étrange. L'homme pleure en panique que l'objet d'un autre monde appartenait à quelqu'un d'important nommé le troisième aîné. Sans se soucier, Luke lui donne un coup de pied au visage et dit qu'il va mourir de toute façon. Il s'agenouille pour prendre le pistolet et exige une explication appropriée sur le compte de l'autre monde. Il le menace de rencontrer son créateur s'il ne coopère pas. L'homme a l'air terrifié et accepte de parler. En l'an 2050, une mystérieuse pluie de météores a remodelé le monde. Peu de temps après, des monstres terrifiants ont commencé à apparaître. Quelques rares ont acquis le pouvoir de voyager dans d'autres mondes et de faire face à des épreuves dangereuses avant de revenir. Ceux qui ont survécu ont récupéré des objets puissants, des élixirs et des armes dépassant la compréhension humaine. L'ascension de ces voyageurs a perturbé l'ordre mondial, incitant d'autres à les chasser pour leurs secrets. Après de nombreux conflits, les gens ont appris que le comte de l'autre monde marque son propriétaire et l'envoie dans l'autre monde dans 15 minutes. Ces individus marqués sont devenus connus sous le nom de voyageurs. Un compte à rebours commence alors que le minuteur atteint 59 secondes. La porte s'ouvre brusquement avec un grand fracas. Des soldats armés se précipitent, criant des ordres de libérer l'otage. L'un d'eux regarde devant lui, les yeux écarquillés sur la scène à l'intérieur. Il voit le ravisseur attaché à une chaise et sanglotant. Un écran apparaît, avertissant que l'épreuve du voyageur Luke commencera dans 1 minute. Luke, tenant le dispositif de compte à rebours, se souvient que le temps dans l'autre monde passe différemment. Debout sur un toit, il note que seuls les vêtements près du corps peuvent être emportés dans l'épreuve, donc les armes sont inutiles. Il voit le ravisseur escorté par des fonctionnaires, espérant que cela détournera l'attention de lui. Se souvenant des paroles de l'homme, Luke croit que l'épreuve de l'autre monde ressemblera à un jeu. Souriant calmement, il décide que cela vaut la peine d'essayer puisqu'il ne lui reste que quelques mois. Ses yeux s'aiguisent de détermination à l'approche du moment. Le système détecte son accès, commençant le processus de connexion. Le système scanné et le place dans la zone publique de l'autre monde. Luke se matérialise sur une place entourée d'autres, certains rayonnant déjà de puissance. Alors que son corps se matérialise dans l'autre monde, l'identité de Luke est confirmée. Son personnage est créé avec succès, et il apprend qu'il peut accéder à son statut en utilisant son esprit. En regardant autour de lui, Luke réalise qu'il est vraiment entré dans l'autre monde. Il ordonne à l'interface d'afficher sa fenêtre de statut. Un affichage apparaît montrant son nom, sa race et ses statistiques extrêmement basses dans tous les domaines. Il détaille que sa note de force est en papier et explique comment chaque attribut fonctionne. Son inventaire est vide sans capacité ni mécanisme, et sa force est classée comme fine comme du papier. Luke réagit avec incrédulité, notant à quel point le rang de papier faible semble. Il entend un vendeur voisin faire bruyamment la publicité d'une arme de grade vert rare appelée l'épée de poison du néant. Une foule se rassemble en état de choc, la reconnaissant comme un butin d'une épreuve de rang parallèle mortelle. Jinda, qui est un vendeur, confirme avec fierté que l'arme provient bien de cette épreuve à haut risque, énumérant son effet d'incorporation de poison.
L'un des joueurs explique que les 4 rangs d'épreuves, papier, parallèle, fort et féroce, offrent des butins rares avec des équipements verts et bleus étant très précieux. Jinda se vante que la lame de poison du néant est une goutte secrète d'un puissant joueur de rang maléfique commençant l'enchère à 500 points. La foule éclate dans une guerre d'enchères, criant des offres de 500 jusqu'à 800 points. Jindé sourit sournoisement, pensant à quel point il était facile de les tromper et de faire fortune. Un son étrange interrompt la scène alors que quelqu'un avertit que l'alerte la plus élevée dans la zone publique a été déclenchée. Un écran d'avertissement annonce la présence d'une personne extrêmement dangereuse. Le système signale que les forces de l'ordre ont été dépêchées. Des chevaliers blindés apparaissent révélés être des inquisiteurs classés au niveau fort. Une alerte rouge se verrouille sur Luke, l'identifiant comme la personne la plus recherchée avec un rang maléfique de 1. Luke réalise que les inquisiteurs sont arrivés pour lui. Jinda emballe ses articles immédiatement dans la panique. Le chevalier épingle son pied au sol, se regardant dans les airs pour attaquer Jinda qui court pour sauver sa vie. Il remarque Luke en train de courir et demande s'il a également commis un crime. Luke demande avec colère où ils peuvent échapper à leurs poursuivants. Le système indique qu'il est classé numéro 1 dans la liste extrêmement maléfique avec un niveau de recherche à 6 étoiles. Un avertissement explique qu'à 6 étoiles, les forces de régulation le chasseront et le soumettront à l'oblitération de la conscience, faisant réaliser à Luke que ce n'est pas le monde comme un jeu dont on lui a parlé. Jinda pointe vers un portail qui mène à une épreuve de donjon où ils peuvent temporairement s'échapper. Et le chevalier tranche avec une force puissante, projetant un faisceau massif vers Luke, tandis qu'il plonge la tête la première dans le portail et espère rapidement être transporté. Une énorme explosion détruit la zone derrière lui après avoir raté de peu son évasion. Jinda est jeté loin de l'explosion, réalisant que les chevaliers n'étaient pas après lui depuis le début. Luke se voit attribuer une épreuve mortelle avec une récompense de coffre violet. L'échec signifie la mort réelle. La mission est révélée être de survivre à une émission de rencontre tout en se tenant la main avec un séducteur. Luke est choqué de réaliser qu'il pourrait vraiment mourir de cette épreuve. Il arrive sur scène, accueilli par une foule en liesse en tant que nouveau participant, tandis que l'animateur souhaite la bienvenue aux téléspectateurs de toutes les identités à l'émission de jumelage. Le projecteur clignote alors que l'animateur se prépare pour l'ouverture de l'émission. L'animateur fait une grande annonce en accueillant tout le monde à l'émission intitulée « Ne dérangez pas si vous mourrez ». Luke se demande pourquoi il est entré dans l'épreuve mortelle de niveau féroce lors de sa toute première tentative. L'animateur présente Luke à la foule comme le nouveau candidat de la civilisation humaine. Avec assurance, Luke fait signe d'attendre et de voir ce qui va se passer. La foule éclate, le traitant de beau gosse avec enthousiasme. L'annonceur loue l'apparence de Luke et souligne le parrainage de l'émission par des organisations célibataires. Luke est surpris de réaliser qu'il s'est retrouvé dans une émission de rencontre à l'aveugle. Il se souvient d'avoir été populaire auprès des femmes et se compare à un voleur de cœur. Après être tombé malade, il regrette de ne plus pouvoir voir ses fans féminines. L'annonceur révèle que Luke n'est que de rang papier, ce qui choque la foule. La foule est stupéfaite, notant que c'est la première fois que quelqu'un d'aussi faible apparaît sur une scène destinée au rang féroce. Luke demande au système s'il existe une description pour le classement de la force. Classement. Il lit que la capacité de combat dans l'épreuve est divisée en rangs, le rang féroce équivalent à une capacité de combat de niveau boss. Réalisant qu'il est dans un donjon de boss avec une seule vie, Luke qualifie la nouvelle épreuve de mensonge. L'animateur présente Luke comme un candidat destiné à une mort dramatique et spectaculaire jusqu'à ce que Luke interpelle la silhouette lumineuse en l'appelant Ampoule. L'animateur lumineux répond et n'est pas sûr que Luke s'adresse à lui. Luke demande où est sa partenaire de rencontre à l'aveugle, notant qu'il a besoin de sa faveur pour réussir la mission. L'animateur révèle qu'il ne s'agit que d'une projection, puis se prépare à présenter la candidate. L'animateur annonce l'arrivée de la candidate numéro 1. Une grande femme dans une tenue moulante fait son entrée depuis les ombres. Miss Lèvres Rouge Douce révèle son visage terrifiant, exprimant sa joie envers Luke en envoyant des cœurs. Il la regarde fixement et est dépassé par son apparence. L'animateur explique que Miss Lèvres Rouge Douce se nourrit de la peur et dévore ceux qui admirent sa beauté. Luke ferme les yeux, puis force un sourire en complimentant nerveusement ses beaux yeux. L'animateur annonce la prochaine invitée pendant qu'un pied lourd frappe le sol. Une femme massive d'apparence démoniaque nommée Spira descend. L'animateur présente son étrange habitude de pondre des œufs dans des partenaires qui ne survivent jamais. Elle prend une pause fière tandis que l'animateur demande à Luke son opinion. Il approuve sincèrement et la décrit comme une dame assez juste. L'animateur est ravi de sa réponse et annonce la troisième invitée. Luke espère que les monstres ne méprisent pas l'endurance humaine. Une main massive écrase soudainement le mur alors que l'invité apparaît. La bouchère se révèle avec son énorme silhouette. L'invité laisse échapper son célèbre rugissement de guerre signature tandis que l'animateur se tourne vers Luke, mais il ne peut s'empêcher de demander comment ils peuvent appeler la bouchère une invitée. La bouchère est découragée par la question de Luke, ce qui l'incite à quitter l'émission tandis que l'animateur interpelle Luke et lui donne un avertissement pour avoir fait des remarques horribles. Luke réalise que leur émission n'a pas d'invité qui répondent aux normes esthétiques humaines normales. L'animateur présente leur dernier invité, Miss Paresse, une beauté de rang féroce, et l'un des 7 péchés capitaux. Intrigué, Luke a hâte de la voir. L'animateur attend maladroitement,
puis annonce que Miss Paresse est trop paresseuse pour assister et se contentera de regarder depuis chez elle. Il passe rapidement à autre chose et explique les règles du jeu selon lesquelles les candidats doivent passer une journée profonde et intime en plein air avec les invités. Luc affiche son expression sérieuse alors qu'il sort avec les invités. Pendant ce temps, au tribunal public, Jinda essaie de se défendre et explique qu'il n'est qu'un simple revendeur. Jinda s'est seulement enfui parce qu'il pensait qu'il était la cible et promet son soutien pour capturer le vrai mal. Le juge confirme que Jinda n'est pas lié à la personne qui se classe première au classement extrêmement maléfique. Le vendeur est soulagé. Cependant, le juge le condamne toujours à 200 points de mal extrême et l'emmène dans la ville extrêmement maléfique pour avoir forgé et vendu de l'équipement de haute qualité. Le chevalier traîne Jinda hors du tribunal public alors qu'il essaie de plaider pour sa liberté. Quelqu'un demande au juge s'il faut encore continuer à chercher le traverseur qui domine la liste extrêmement maléfique. Le juge ne juge pas cela nécessaire car le niveau actuel du traverseur ne lui permettra pas de survivre à l'épreuve féroce. Dans le désert, la bouchère sanglote sur un ours mort. Les pleurs se transforment en fureur alors qu'elle jure de se venger de Luc qui l'a insulté. Elle aime soudainement quelqu'un qui se lamente sur la façon dont le système de favorabilité de Stilgal Gang est imparfait. Une notification du système révèle que les deux premières invitées le considèrent comme amical tandis que la bouchère éprouve de la haine. Luc murmure qu'il ne s'attendait pas à offenser quelqu'un. Le système se met à jour et déclare que le niveau de haine est maintenant tombé à une intention de tuer. La bouchère lève son arme avec les yeux brillants de rage, tandis que Luc ne bronche pas alors que le sol tremble autour de lui. Toujours détendu, il songe à ne pas savoir où est allée la belle fille qui l'a blessé. Son attaque s'arrête, faisant une pause dans la confusion. Il fait calmement un autre pas en avant. Luc se demande pourquoi sa colère blesse comme un couteau dans son cœur alors qu'il place une main sur sa poitrine. Il regrette de ne pas avoir vu le cœur doux et tendre caché sous son apparence féroce. La bouchère est touchée par le sentiment inattendu. Sentiment inattendu. Il la loue comme une femme rare alors qu'il regarde une fleur solitaire. Elle serre son arme et répète ces mots comme si elle était stupéfaite. Le système annonce que sa faveur est passée à amicale. Il admet qu'il a raté sa chance avec quelqu'un de vraiment unique. Son cœur s'emballe alors qu'elle le regarde avec affection. Le système se met à jour à nouveau et montre que sa faveur est passée à béguin. Il réfléchit que la vraie beauté réside dans le cœur. Il tient doucement la fleur et la compare à la façon dont la beauté peut s'épanouir même dans l'obscurité. Il dit que la bouchère pourrait bien être ce genre de personne. La bouchère laisse tomber sa hache massive sur le sol. Luc la remarque à côté de lui et se tourne curieusement. Elle appelle Luc avec affection. Le système annonce que son niveau d'obsession a atteint son maximum et lui permet de devenir son partenaire. Une invite avertit que la bouchère a développé une possessivité extrême, attribuant 500 points bonus. Luc se met à transpirer nerveusement. Elle devient émotive, disant que personne ne l'a jamais reconnue comme ça. Ses yeux brillent d'intensité alors qu'elle prend une décision folle soudaine. Luc recule et réalise que quelque chose arrive. Elle rugit bruyamment déclarant sa domination et s'adressant aux invités. Luc trébuche en arrière, incrédule, dépassé par l'explosion. Elle crie avec conviction que Luc l'aime. Le système montre que l'affection de Tendre et de Spire est tombée au dégoût. La bouchère sourit fièrement, trouvant la situation satisfaisante. Luc gémit car il est frustré que son cri ait ruiné ses chances avec les autres. Elle charge à toute vitesse, appelant Luc avec une affection écrasante. Avec des yeux en forme de cœur, elle déclare qu'ils doivent être ensemble pour toujours. Pendant que Luc panique, une toile blanche jaillit et s'enroule autour de sa jambe en pleine charge. Elle s'écrase face contre terre, arrêtée brutalement. En regardant une toile d'araignée au-dessus, elle réalise qui a fait l'attaque. Une toile collante la retient complètement au sol. Elle est enragée contre Spira pour l'avoir attaquée. Spira apparaît et se moque d'elle pour être trop stupide pour garder un homme. Elle revendique Luc pour elle-même et dit qu'elle va bien le former. La bouchère proteste furieusement et crie que Luc lui appartient. Spira domine Luc et lui demande hardiment s'il est prêt à porter son enfant. Luc réalise que son affection a diminué et que tout faux pas pourrait être fatal. Il décide que sa meilleure chance de survie est de prendre le contrôle de la situation. Devenant froid et affirmé, il exige de savoir qui lui a donné la permission de parler de cette façon. Prise au dépourvu, Spire réagit avec confusion. Luc se demande si son amour n'est qu'un prétexte pour lui faire porter son enfant. Il l'accuse de le traiter comme un outil et exige de savoir si elle a vraiment des sentiments pour lui. Elle le nie nerveusement, visiblement ébranlée. Luc remet brusquement en question ses intentions, lui demandant si elle a même pensé à l'avenir de l'enfant ou à son consentement, la forçant à s'excuser en panique. Le système notifie que l'affection de Spira et d'un autre invité envers Luc est passée à amicale. Luc remarque le changement et réagit avec curiosité. La foule éclate d'admiration, louant la tactique inattendue de Luc et la façon dont les invités réagissent à lui. L'animateur annonce que l'argument puissant de Luc est désormais soutenu par des groupes pour l'égalité des sexes. Il note que les paroles de Luc ont trouvé un écho auprès des téléspectateurs juste au moment où quelque chose attire son attention. L'animateur annonce soudainement un message du paresseux insaisissable exprimant son intérêt pour Luc. Luc reste calme, réfléchissant à la signification de ce deuxième indice. Il se demande si des forces inconnues participent à cette épreuve. Une voix l'appelle par son nom, Tender se jette sur lui avec ses mâchoires grandes ouvertes. Elle sourit étrangement, affirmant sa neutralité. Sans hésitation,
Luc la gifle, la laissant sans voix. Luc déclare froidement qu'il déteste les personnes complexées et dit que la beauté n'est pas à juger par les autres. Elle serre son visage sous le choc, confuse par ses paroles. L'animateur balbutie d'incrédulité, incapable de comprendre ce qu'il vient de voir. Il demande frénétiquement un ralenti pour confirmer ce moment incroyable. Le public réagit avec folie alors que le ralenti confirme la gifle audacieuse de Luc, laissant tout le monde sans voix. L'animateur avertit le public que Tender valorise profondément sa beauté, laissant entendre que Luc pourrait être condamné. Mais au lieu de la rage, Tender rougit, laissant tout le monde confus. Elle commence à marcher, incapable de comprendre comment cet homme l'affecte. Elle le fixe du regard, réalisant que son cœur est sans peur. Elle est submergée par la soudaine montée d'adrénaline dans sa poitrine. Un message du système révèle que Luc a déclenché un éveil rare appelé source du mal ultime. Il regarde sa main et note que quelque chose d'inhabituel a été déverrouillé. Le mécanisme révèle son pouvoir, la valeur maximale du mal, la poursuite constante, le contrôle mental par le toucher, et plus encore. Luc se demande si cela signifie que la femme est maintenant sous son charme. Tender tombe à genoux. Elle avoue n'avoir jamais rencontré un homme aussi incroyable que lui. Tender hurle qu'elle veut le dévorer. Une invite du système confirme qu'elle est entrée dans un état ensorcelé et que son affection se transforme en obsession. Elle se jette sur lui, professant un amour fou et suppliant de ne faire qu'un. Luc la rejette calmement, confirmant une fois de plus qu'aucune de ces personnes n'est normale. Soudain, la bouchère devient jalouse et la frappe, tandis que Luc note que leur intense possessivité ne permettrait à aucun rival de s'approcher de lui. Tender est repoussé en plein élan, tandis que la bouchère rugit que Luc lui appartient. Pendant ce temps, Spira apparaît et affirme qu'à la fin, il sera toujours sien. Luc sourit et avertit que d'autres pourraient ne pas être d'accord avec cela. Tender, Lips et la bouchère crient à Spira de rester loin de Luc. Trois monstres de niveau féroce se battent pour Luc, mais il sait que leur définition de l'amour n'est pas celle qu'il connaît. Il réalise que choisir l'un signifie que les deux autres feront équipe et le condamneront, mais il devra affronter un monstre puissant seul et ne survivra pas s'il attend. Luc hésite, ne voulant en choisir aucun. Il se demande soudain si ce combat brutal est ce que l'amour est censé être. Tender demande ce qu'il essaie de dire, tandis que la bouchère exige également une explication de sa remarque. Il précise que leur bagarre violente ne fait rien pour son cœur. Il se demande s'il prévoit d'abandonner. Il dit calmement qu'il est juste le genre de gars qui préfère prendre les choses lentement. Il propose un nouveau plan dans lequel chacun d'eux obtient du temps seul pour construire une relation appropriée. Luc promet qu'il choisira le partenaire idéal une fois qu'il aura passé du temps avec eux. Il promet d'être un bon mari plus tard car il prévoit de ne pas rejeter leur bonne volonté tout en ne prenant pas une position claire. Il tient l'un des candidats et se prépare à mourir des mains de celui qui a été choisi. Il accepte le sort qui l'attend avec un sourire calme. Pandé est troublée par sa sincérité. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter et promet de faire ses preuves. Ses yeux brillent alors qu'elle jure d'être la meilleure personne pour le tuer. Il ne reste que 50 minutes avant la fin de l'émission lorsqu'un monstre émerge du sol. La créature grogne alors qu'elle croise son regard. Luc frappe sa tête sans hésitation. Le ghoul grogne et traite Luc d'humain faible qui courtise la mort. Il se jette en avant avec fureur et montre ses crocs brillants. Luc appelle soudain Tender à son secours. Elle apparaît avec rage derrière l'appel et exige de savoir qui a osé toucher ce qui lui appartient. Le ghoul réalise son erreur et essaie d'implorer la clémence. Tender frappe son œil. Le monstre blessé s'effondre et laisse tomber un objet brillant. Elle tend l'objet à Luc et lui demande s'il aime son cadeau. La récompense est révélée comme un œil de ghoul, un matériau rare provenant d'un monstre de niveau féroce. Luc fixe l'œil pendant que la fille rêve à haute voix de leur avenir ensemble. J'ai dit calmement à Tender de le regarder, disant qu'il a beaucoup à dire. Ses yeux brillants activent une compétence hypnotique étiquetée mots de suggestion. Elle avoue qu'elle déteste quand les gens la regardent comme ça car cela lui donne envie de les tuer. J'observe que ses pulsions violentes semblent motivées par l'instinct. Il dit avec audace qu'elle est la femme la plus pure qu'il ait jamais rencontrée et que sa présence lui donne envie de mourir dans ses bras. Il ajoute que l'émission ne lui permet pas de faire ce qu'elle veut. Il explique que l'émission prospère grâce au drame et la pousse à jouer un rôle pour le divertissement. Elle reconnaît tranquillement qu'il a raison. La compétence hypnotique se déclenche avec succès alors qu'elle s'accroche à Jay, et il lui dit en plaisantant qu'il y a un monstre devant. Elle se jette en avant et déclare qu'ils vont découvrir qui ose faire peur à son partenaire. Luc sourit et décide de donner une surprise à l'émission si elle complote contre lui. Un chronomètre indique qu'il reste 28 minutes à l'émission. Sa carte de personnage apparaît et révèle qu'il est de niveau 1 avec des statistiques extrêmement faibles et une mauvaise perception. Une silhouette sombre regarde silencieusement. Une forme sombre de Tender met un monstre en pièces. Elle murmure que l'homme est trop tentant et se demande comment le dévorer plus tard. Le système annonce soudainement la fin de son état d'envoûtement. Elle reprend conscience et demande où elle est. Un message révèle que son affection s'est transformée en intention de tuer, et Luc confirme que l'effet s'est estompé. Luc utilise son toucher magique sur Miss Tender pendant qu'elle lui demande ce qui ne va pas. Elle l'accuse en plaisantant de l'avoir droguée parce que son contact lui a fait trop de bien. Luc hausse les épaules et dit qu'il pensait juste à ses paroles précédentes. Elle l'avertit qu'ils finiront tous morts, peu importe qui il choisit. Elle propose de le protéger et de porter ses enfants s'il reste avec elle. Elle l'avertit qu'elle le tuera tout de suite s'il n'est pas d'accord, mais Luc veut dire quelque chose en premier.
Souriante, elle demande ce qu'il veut dire. Luc lui demande qu'elle doit d'abord garantir sa sécurité. Elle affirme que c'est sa responsabilité. Luc souligne que l'émission ne se soucie que du meurtre et des audiences et pas de l'amour ou des enfants. Alors que ses yeux brillants s'activent, la compétence mot de suggestion est déclenchée, et Tender, émotionnellement enragé, crie sur Luc de loin. Spira est agacée d'avoir été interrompue par l'autre candidate. Luc réalise que le fait de la rejeter pourrait l'avoir incité à le tuer. Tender charge en avant. Une frappe aérienne arrive soudainement sur elle, la forçant à se poser au sol. Tender montre sa frustration envers Spira. Son expression se transforme en confusion, tandis que Spirit lui dit de s'en aller. Luc dit qu'elle n'a plus besoin de s'inquiéter pour lui. Tender est frustrée et accuse l'autre candidate de ruiner ses plans. Elle se jette en avant et exige qu'elle meure. Une toile tranchante comme un rasoir frappe soudainement dans l'air, piégeant Tender. Les yeux de Tender brillent de haine. Elle se libère à l'aide de son épée acérée. Le coup entre en collision en plein air avec une force énorme. Les deux filles s'affrontent dans une féroce bataille aérienne. Spear serre les dents de frustration. Elle se moque de sa rivale et lui demande si elle est sérieuse. Tender plante sa lame et exige que Luc revienne avec elle, les membres coupés. Spear rétorque et dit qu'elle n'a pas peur de la combattre. Leur bataille éclate dans une puissante explosion. Alors qu'il reste 5 minutes au chronomètre, Luc se demande si ce chaos est ce qu'ils appellent la beauté démoniaque. Quelqu'un appelle Luc par derrière. Luc se retourne pour voir une voix familière s'approcher. La bouchère se lève et l'accuse de l'avoir abandonné après avoir choisi entre les autres. Elle exige de savoir s'il lui a menti plus tôt. Luc essaie de nier son accusation. Il est choqué après que son membre ait été coupé lors d'une attaque surprise. Il tombe au sol avec seulement 10% de PV restant. Il gémit de douleur et se serre le côté. Son statut se met soudainement à jour et affiche son état critique. La bouchère dit à Luc qu'il lui rappelle quelqu'un qu'elle a connu autrefois. Elle se souvient d'une époque où elle n'était qu'une bouchère laide et ne valait pas un regard, mais ensuite quelqu'un l'a vue différemment et lui a dit qu'elle avait un cœur bon. Cet étranger lui a demandé de livrer un colis suspect et a joué sur sa gentillesse. Elle s'est fait prendre et a été pourchassée pour contrebande. Elle s'en est sortie vivante, alors que son partenaire pensait qu'elle était déjà morte. Son partenaire parlait à son compagnon alors qu'il célébrait le lot de marchandises, grâce à la laide bouchère. La bouchère les a entendus et s'est effondrée en larmes. Son compagnon l'a traité de chienne loyale et d'outil utile. La bouchère a serré son couperet alors que les hommes se vantaient d'utiliser les marchandises pour obtenir n'importe quelle femme qu'ils voulaient. La violence a rempli le sol alors que quelqu'un criait d'agonie. La bouchère dit à Luc que les choses qu'il lui a dites ressemblent à ce que l'homme de son passé a dit. Elle sourit et demande si elle peut aussi découper Luc morceau par morceau. Luc sourit et lui dit qu'elle ne devrait pas lui tenir la main en ce moment. Un message indique soudainement que 30% de SP sont consommés en utilisant un contact extrême du mal. La bouchère est surprise et laisse tomber le bras coupé de Luc. Il active soudainement des mots de suggestion, lui demandant calmement si elle se souvient de son nom. Elle regarde fixement et répète la question avec confusion. Luc lui dit qu'elle a combattu dans 16 matchs à mort et qu'elle a toujours été appelée mademoiselle à tout attrayant. Il dit que ni l'émission ni les gens autour d'elle ne se sont jamais souciés d'elle et ne l'ont vue que comme un outil. La bouchère se baisse et demande ce qu'elle doit faire. Les yeux de Luc brillent en rouge alors qu'il lui ordonne de tuer. Il lève un doigt et demande qu'il a exploité, s'est moqué d'elle et a effacé son nom. Elle hurle de rage. Tous les autres candidats deviennent sérieux. La bouchère rugit et dit à tout le monde de mourir. Le chronomètre affiche 30 secondes restantes alors que la bouchère écrase le sol. Luc s'écrase au sol et se précipite pour se mettre à couvert. Le chronomètre tombe à 10 secondes alors que ses PV tombent à 5%. Il tend la main vers un membre violet alors qu'il obtient la jambe d'araignée du démon abyssal. Il ramasse ensuite le bras de mademoiselle Tenderly, suivi de l'éventreur féroce. Les candidats sont choqués par ce que Luc vient de faire. Luc se détourne et leur demande de profiter du jeu. Une série d'invites montre qu'il est dans un état proche de la mort, que la mission est terminée et que l'affection de quelqu'un pour lui est passée à cœur brisé. La bouchère raconte les fois précédentes où elle a participé, où elle n'a connu que la honte. Luc se penche et l'exhorte à réfléchir à la question de savoir si elle a déjà vécu pour elle-même. L'animateur est stupéfait que les 3 invités mortels qui sont déjà des vétérans aient perdu le contrôle. La foule éclate en protestation, criant pour des remboursements et exigeant de la violence. L'animateur avertit les invités que leurs actions affecteront directement leur participation et leur note future. Une chaîne fouette l'air à une vitesse fulgurante alors que l'animateur esquive de justesse la frappe mortelle. La bouchère se lève avec rage et lance son arme enchaînée vers le bas. Les invités encerclent l'animateur et affirment que le programme pourrait tout aussi bien fermer maintenant. Le public crie pour plus alors que les choses deviennent excitantes. L'animateur rit nerveusement et essaie de susciter l'enthousiasme pour l'émission tout en faisant allusion au cas auquel pourrait entraîner. Quelqu'un les gronde soudainement pour être trop bruyant. La foule se tait, tandis que l'animateur balbutie sous le choc en réalisant l'invité inattendu. Mademoiselle Paresse arrive à l'émission, ce qui laisse tout le monde choqué. Elle déclare qu'elle n'aime pas les foules et leur donne 10 secondes. L'animateur la regarde avec confusion alors qu'elle ferme les yeux et commence un compte à rebours silencieux. La panique éclate alors que le public crie et se bouscule pour s'échapper jusqu'à ce que l'arène commence à se vider. La bouchère lui demande ce qu'elle fait dans l'émission. Elle exige Luc Stato tandis que l'animateur le rejette comme étant de rang insignifiant.
Son regard acéré s'affiche incitant l'animateur à remettre avec empressement les données. Elle murmure que ce n'est pas mauvais en voyant l'information. Elle leur fait un signe de la main avec désinvolture, leur disant d'agir comme si elle n'avait jamais été là. D'un geste brusque, elle disparaît dans une traînée de lumière. Tender réalise que Mademoiselle Paresse s'intéresse à Luc. Un impact violent s'écrase à côté de l'animateur, envoyant des ondes de choc à travers le sol. L'animateur crie à la bouchère, se demandant si elle va vraiment défier leur programme. Elle déclare que personne ne peut l'arrêter aujourd'hui. Dans la ville principale appelée Mal Extrême, Jinda nettoie les murs imposants dans le cadre de sa sentence. Il se sent amer et blâme son exil sur Luc. Un monstrueux habitant le menace, lui demandant s'il veut être mangé. Une créature grotesque à longue langue le garde pendant qu'il travaille. La créature l'avertit qu'ils peuvent les manger s'ils désobéissent, tandis que Jinda se plaint de la façon dont les humains sont traités dans la ville. Il s'appuie contre un mur et souhaite tranquillement devenir comme les experts. Il fixe une entrée massive bordée de noms brillants d'épreuves réussies. Une liste affiche des épreuves puissantes telles que jusqu'à ce que la mort nous sépare, qui s'estompe soudainement. Jinda est choqué que quelqu'un ait déjà réussi l'épreuve de niveau féroce. Le système annonce que Luc a terminé l'épreuve de niveau féroce et a gagné plus 10 points d'esprit. Une invite l'informe qu'il peut retourner dans le monde réel maintenant ou explorer librement pendant 1 heure de plus. Luc décide d'explorer librement et vise à atteindre la porte extrême de la ville. Texte. Il bouge son bras et confirme qu'il est complètement guéri après le combat brutal. Il lève les yeux vers la porte imposante et réfléchit au fait qu'elle ressemble aux villes des zones de sécurité. Luc ouvre son sac à dos et sélectionne le coffre violet pour vérifier son contenu. Il trouve une compétence rare appelée Descente du démon, qui le fait entrer dans un état démoniaque régi par la férocité. Il analyse la description et voit qu'il s'agit d'une compétence à haut risque et à haute récompense. Sans hésitation, il décide de la prendre immédiatement puisqu'il s'agit toujours d'une compétence. Le système confirme qu'il a appris la compétence avec succès. Luc se retourne vers le sac à dos et se prépare à ouvrir l'objet suivant. Luc inspecte une arme appelée le fouet de la férocité, qui provoque une dégradation constante de ses PV. Il est choqué par sa conception brutale et son potentiel mortel. Il ouvre son panneau d'attributs actuel montrant qu'il est toujours un débutant. Il teste l'arme, ce qui provoque une énergie ardente en spirale autour de lui. Il remarque que ses PV diminuent progressivement en raison de l'effet secondaire de l'arme. Il vérifie à nouveau son statut, mais son indice de puissance est cette fois qualifié de fort. Il remarque que cela semble prometteur, mais qu'il faudrait des traits de guérison ou de résistance pour le gérer. Le monstre à la longue langue arrive et l'appelle avec enthousiasme un nouveau jouet. Dans son point de vue, Luc se tient entouré de l'aura de la férocité. Des centaines de visages fantomatiques entourent Luc alors qu'il demande ce qui ne va pas avec le monstre en reculant. Le monstre panique et s'excuse rapidement en partant immédiatement. Luc le regarde fuir. Il décide de ranger l'arme pour l'instant, sentant que c'est ce qui cause la perturbation. Jinda voit un nouveau venu et lui demande avec enthousiasme s'il veut faire équipe. Luc le reconnaît et lui demande si c'est le type qui vend de l'équipement. Jinda panique et crie de choc en réalisant que c'est Luc. Il se plaint avec colère que les actions de Luc l'ont fait bannir dans la ville nommée Rouge. Luc s'excuse calmement, affirmant que c'est sa première fois en ligne et qu'il n'est qu'un débutant. Jinda se demande comment un débutant pourrait déclencher l'alarme de niveau le plus élevé dans une zone de sécurité. Luc explique qu'il vient d'arriver, a terminé son essai pour débutant et espérait en savoir plus sur l'autre monde. Jinda soupire et accepte d'expliquer la situation à Luc. Il explique que les traverses sont réparties sur de nombreuses zones de sécurité et zones environnantes à plusieurs niveaux. Il dit que les zones de sécurité entièrement protégées sont des centres commerciaux où la violence est strictement interdite. Les zones de papier sont légèrement protégées, où la mort entraîne une perte mineure d'objets. Les zones moyennes offrent une protection partielle mais ont des créatures dangereuses, et y mourir signifie tout perdre. Les zones de niveau fort ont une protection minimale où la mort réinitialise votre progression. Jinda avertit de ne jamais choisir un essai de haute difficulté sans y réfléchir attentivement. Beaucoup de ceux qui réussissent les essais forts ne le font qu'après d'innombrables sacrifices. Luc pose curieusement des questions sur les zones de niveau féroce. Jinda explique que personne ne les a franchies jusqu'à présent, mais ce sont des zones de mort sans aucune protection du système. Il ajoute que les zones de niveau féroce contiennent des créatures de classe mythe, et même les joueurs ordinaires ne peuvent pas les atteindre sans accès spécial. Il est choqué que quelqu'un se soit frayé un chemin des essais forts vers les essais de niveau féroce sans savoir que c'était Luc qui écoutait tranquillement et trouvait son explication intéressante. Jinda dit d'oublier les zones de peur puisque même la ville maléfique extrême se trouve dans une zone de niveau fort. Il montre la carte, soulignant que mourir ici est une affaire sérieuse. Il rassure Luc qu'en accomplissant des tâches et en abaissant ses points maléfiques extrêmes, il peut éventuellement retourner dans une zone de sécurité. Luc sourit et trouve le nombre de ses points maléfiques amusant. Son statut apparaît et révèle que ses points maléfiques extrêmes sont infinis. Une note de jeu explique que dans le jeu maléfique, 1 à 3 points d'attributs reflètent les niveaux humains du monde réel, avec 10 points dépassant les limites humaines. La ville maléfique extrême est un lieu gouverné par des êtres bizarres et puissants qui inspirent le respect et la crainte. Jinda explique que les nouveaux venus comme eux sont au bas de l'échelle et doivent entreprendre diverses tâches pour survivre. Ils sont témoins d'un cas où un monstre invite un passant à visiter sa boutique.
Les cris alors que des griffes monstrueuses percent son bras lors d'une attaque brutale, avertissant que même les passants doivent entrer et faire un achat. Jinda avertit G de rester discret et d'éviter d'attirer l'attention des habitants. Il continue d'expliquer les règles, mais remarque que G s'est déjà éclipsé. G se tient devant la boutique et se sent soulagé d'en voir une, tandis que Jinda se demande s'il a déjà perdu la tête. Il le somme de partir immédiatement et se lamente sur les monstres. Jinda regarde nerveusement G entrer dans une boutique sans hésitation. Luke n'est pas découragé par le danger autour de lui en entrant. Un commerçant gobelin le salue et voit un humain de façon inattendue. G demande à acheter des potions de guérison dans le présentoir. Le commerçant sourit sournoisement et dit qu'elles coûtent 500 points par bouteille, mais qu'elles ne coûtent que 50 chacune. G remarque l'étiquette et s'interroge sur l'écart, mais le commerçant explique que les humains paient 10 fois le prix. Il rit cruellement et dit à G qu'il est trop tard pour faire marche arrière maintenant. G verrouille la porte avec un sourire narquois, déclarant qu'il n'a jamais prévu de partir. Le commerçant essaie d'interroger G jusqu'à ce que l'échelle frappe sans avertissement. Le commerçant est coupé en deux et est déconcerté par l'aura de férocité. Sa confusion s'affiche. Luke s'approche lentement avec son énergie en forme de crâne qui se forme autour de lui. Le commerçant terrifié le supplie de ne pas s'approcher, l'avertissant que le tuer mettrait en colère le seigneur de la ville. G demande calmement si le seigneur de la ville a approuvé sa décision de surfacturer les humains. Le commerçant se fiche sur place, suivi de ses cris d'agonie alors que G resserre son emprise. G sourit et suggère que tout dans la boutique est désormais livré avec une réduction de 90%, ce que le commerçant accepte. G quitte le magasin avec les nouveaux articles tandis que le commerçant le remercie alors que sa voix tremble. G sourit et remarque qu'il ne faisait que se défendre. Il a pris 20 bouteilles chacune de potions de santé et de mana pour seulement 200 points. Il acquiert également un rare manteau spectral d'une valeur de 8000 points, mais maintenant le sien pour seulement 8 cents. Avec 4500 points restants, G s'envole et a l'impression de commencer à apprécier cet endroit. Retour dans le monde réel sous une nuit calme, les gens font la queue nonchalamment dans un dépanneur. Max, qui a terminé l'essai de niveau fort étiqueté train de la mort, parcourt les étagères, tendant la main vers une rangée de barres chocolatées. Une faible lueur commence à émaner de sa main. Un message apparaît indiquant qu'il y a quelque chose qu'il pourrait trouver intéressant alors qu'il marche dans la rue. Max voit un petit chien tandis que le messager exprime son désir de passer du temps avec sa fille et de ne pas avoir d'ennui. Il est soudainement informé que quelqu'un a réussi l'essai de niveau féroce. Son expression change avec une concentration intense après avoir entendu la nouvelle. Pendant ce temps, Jinda s'accroupit de frustration, demandant à Luke combien il a obtenu le manteau spectral. Luke ment en disant qu'il l'a obtenu avec une réduction grâce à un aimable commerçant. Jinda ne le croit pas, se rappelant qu'il a été facturé une fois 500 points pour une seule potion. Jindali pense que Luke est riche, et il a déjà décroché le jackpot avec lui. Jindali sourit et demande s'il peut se joindre à l'avenir. Luke lui dit qu'il n'est pas intéressé à prendre des disciples, mais Jindali insiste sur le fait qu'il n'est pas du genre à se contenter d'être juste un disciple. Il déclare vraiment qu'il devrait passer directement à un lien père et fils. Jindali s'agenouille en attendant sa réponse, tandis que Luke admet qu'il est impressionné par la persévérance éhontée de Jindali. Jindali sourit et suggère qu'ils s'ajoutent comme amis. Ils pressent des points brillants ensemble pour terminer le processus. Un message confirme que Luke a ajouté Jindali comme ami, tandis que l'ancien lui dit au revoir et se déconnecte, son corps se fondant dans la lumière. Luke est étonné de la façon dont les traverseurs restent généralement en contact. Le système l'informe que son temps dans l'autre monde est écoulé et qu'il reviendra dans 10 secondes. Luke est de retour dans le monde réel portant ses vieux vêtements, tandis que le prochain essai commence dans 24 heures. Il note que si 2 heures se sont écoulées dans l'autre monde, seules 12 minutes se sont écoulées dans la réalité. Il sort une petite potion de santé confirmant qu'il peut effectivement ramener l'objet dans la réalité. Il avale la potion, puis la jette en s'éloignant. La bouteille de potion se dissout en fragments brillants. Luke passe devant un orphelinat et remarque que l'endroit a été bruyant aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant le bâtiment de l'autre côté de la rue. Un groupe d'enfants accueille joyeusement leur ami plus âgé et lui demande s'il vit une bonne vie maintenant. Il s'avère que cet homme est Jinda et répond qu'il a enfin trouvé une piste vers une vie meilleure. Un enfant curieux demande à Jindali, alors qu'il prétend avoir trouvé un autre papa riche qui est définitivement blindé. Les enfants lèvent les yeux au ciel et se souviennent que son dernier papa riche s'est avéré être un faux. Jindali les gronde et insiste sur le fait que l'argent coule de puissants bailleurs de fonds, jusqu'à ce qu'il s'arrête en voyant quelqu'un de familier. Luke marche calmement, tandis que les infirmières le confrontent devant l'hôpital au sujet de son absence à son bilan quotidien. Luke les repousse, tandis que les infirmières le plaignent d'avoir une maladie mystérieuse. Avant d'ouvrir la porte de sa chambre, il se demande si les potions qu'il a consommées affecteront son état dans le monde réel. Il entre dans la pièce et s'arrête, voyant Miss Paresse se prélasser sur son lit et le salue calmement. Miss Paresse continue de se prélasser en jouant à une console, tandis que Luke pense que ses symptômes se sont encore aggravés. Il se penche sur la table en avalant des pilules pour ses hallucinations. Il admet que c'est son hallucination la plus absurde à ce jour, se moquant de Miss Paresse qui ne peut pas franchir le premier niveau des 7 péchés capitaux. Le jeu est terminé, ce qui incite Miss Paresse à fixer l'écran avec frustration. Luke avale ses médicaments, marmonnant qu'elle disparaîtra de sa vue dans environ 1 minute.
Miss Paresse lui met la console de jeu sous le nez, le défiant de jouer à la place. Luke la sent, tandis qu'elle le regarde fixement et lui demande si ça lui paraît réel. Luke se demande si ses hallucinations ont évolué au point d'avoir un contact physique. Elle le regarde fixement avec incrédulité que la source nouvellement éveillée du mal extrême ne soit pas seulement un pervers, mais aussi un idiot. Luke attrape sa corne et note qu'elle semble réelle. La fenêtre s'ouvre soudainement avec violence, suivie d'une panne de courant. 2 infirmières entrent dans le couloir et réalisent la panne de courant. Un vent fort pousse Luke tandis que Miss Paresse le menace d'agir correctement. Elle l'évite et se prépare à frapper. Elle plisse les yeux alors que Luke lève la console de jeu et implore pitié. Il plaide pour une chance de réussir du premier coup avec un sourire. Le courant revient alors qu'une infirmière frappe et lui demande s'il va bien. Il lui dit qu'il s'est endormi et lui demande de s'en aller. Le jeu affiche soudainement sa victoire, tandis que Miss Paresse plaisante en disant qu'elle va donner le développeur du jeu à Cerbère pour avoir manqué de respect à son nom. Luke lui dit que la conception s'est déjà améliorée, expliquant que les humains associent l'inconnu à la figure effrayante. Il s'incline légèrement et utilise son charme, tandis qu'elle la félicite et note qu'il est le premier depuis des années à survivre à l'épreuve. Luke est choqué, tandis qu'elle explique qu'il n'a même pas pu faire équipe au niveau novice, mais qu'il a quand même bien performé. Alors qu'un portail apparaît derrière elle, elle l'avertit d'être prudent. Alors que Luke demande ce qu'est vraiment la source du mal extrême, si elle est liée à sa maladie et si des êtres comme elle peuvent entrer librement dans leur monde. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter et laisse entendre qu'il est un cas spécial. Elle lui suggère de travailler dur s'il veut vraiment connaître les réponses. Il admet qu'il n'a pas vraiment le choix, remarquant la console de jeu qu'elle a laissée derrière elle et se demande si c'était intentionnel. L'écran du système décrit la console comme une récompense, tandis qu'il note qu'elle a honteusement demandé à quelqu'un d'autre de jouer pour elle. Un ensemble de directives pour les employés du Yellow Springs Express avertit les joueurs de ne pas abandonner les tâches ou de désobéir aux ordres. Un message du système confirme que Luke est entré dans une épreuve multijoueur de niveau fort avec des risques de réinitialisation totale et des récompenses de qualité bleue. L'écran l'alerte que le mode multijoueur est actif et que l'anonymat est activé par défaut. Alors que Luke s'approche de la porte, une mission apparaît lui demandant d'apporter son manuel de l'employé sur la place avant que la cloche ne cesse de sonner. Il ouvre rapidement le manuel, puis ouvre la porte du donjon seulement pour voir à quel point le mode multijoueur est bondé. Un haut-parleur annonce la prochaine instruction, tandis que d'autres concurrents attendent également sur les lieux. Les portes se referment derrière Luke alors que l'épreuve commence. Luke demande calmement aux autres de s'écarter alors qu'il s'avance, tandis que certains joueurs paniquent et réalisent que même les rookies de niveau 3 sont ici dans un donjon de niveau fort. Les portes s'ouvrent en grand alors que quelqu'un les frappe agressivement et appelle les rookies. Zhang de la guilde du Dragon d'Azur apparaît et leur dit de ne jamais le tirer vers le bas. Les joueurs remarquent son identifiant, réalisant qu'il est un dragon d'Azur élite et un expert de haut niveau. Souriant avec assurance, l'élite dit qu'il les portera à travers tant qu'ils suivront les ordres. Les rookies s'engagent immédiatement à la loyauté et l'appellent patron. Son regard perçant affiche en pointant son doigt vers Luke. Ce dernier lève les yeux avec curiosité. Zhang domine Luke et souligne son faible niveau, tandis qu'il répond avec désinvolture qu'il a peut-être juste eu la malchance d'être associé à ce donjon. Zhang le laisse tranquille tant qu'il ne les tire pas vers le bas. Luke sourit et pense que cette course pourrait être plus facile que prévu. Soudain, une forte frappe résonne alors que Zhang est touché de nulle part. Les rookies à proximité réagissent avec choc tandis que les lunettes de Zhang se brisent. Son corps s'effondre sur le sol alors qu'il meurt instantanément. Une main tenant un revolver apparaît et accueille les joueurs, qui s'avère être le directeur qui a éliminé l'employé en retard. Le directeur se tient en haut d'un escalier et les accueille à nouveau, tandis que les joueurs réagissent avec incrédulité. Il rappelle que les employés ne peuvent pas défier le directeur, ce qui fait réaliser à Luke que la règle numéro 6 accorde au directeur le pouvoir de tuer instantanément les employés désobéissants. Le directeur explique que leur manuel contient 3 ordres de livraison, leur demandant de compléter les livraisons s'ils veulent repartir vivants. La quête principale est déclenchée, ce que certains employés trouvent facile. Ren reçoit son premier ordre, qui est de donner une gifle à un boss loup démon de l'ombre paniquant à cause de sa tâche absurde. Les autres se fichent sous le choc. Voyant que l'employé meurt instantanément, le directeur leur rappelle la règle selon laquelle ils ne peuvent pas abandonner les tâches, disant au reste des employés de digérer le manuel. Le directeur oublie de leur rappeler son impatience, mais rassure tout le monde qu'aussi longtemps qu'ils suivent les règles, ils ne seront pas punis. 2 candidats se plaignent des missions jusqu'à ce qu'ils entendent quelqu'un prétendre que la tâche qu'ils ont reçue ne semble pas trop difficile. Tian accepte une commande de niveau débutant pour le dîner à la chambre 306 de la tour tournante. Tenant la boîte, il annonce avec assurance qu'il part le premier. Les 2 hommes précédents se taisent, tandis que Luke note qu'ils agissent vite. Luke note que les règles interdisent seulement d'abandonner une mission après l'avoir acceptée. Réalisant qu'ils peuvent arracher un ordre plus facile aux autres, un homme stressé demande à voir le manuel de l'employé de Luke, tandis que ce dernier demande calmement si c'est leur façon d'intimider les débutants. L'un d'eux se moque du faible niveau de Luke, tandis qu'il sourit et demande s'ils veulent échanger avec lui. Luke raconte son temps avec Miss Paresse alors qu'il clarifiait si le partage de points de mal extrême augmentait le niveau de récompense.
Elle a averti que cela augmenterait également le danger pour quelqu'un lié à la source du mal extrême. Il a trouvé ça impitoyable tandis qu'elle s'est plainte de sa réaction terne. Luke cède et dit qu'il échangera avec eux, tenant son manuel. Un gars est choqué de voir un ordre rouge, mais Luke tourne plus de pages et dit que ce n'est pas encore fini. Le groupe est stupéfait de voir un deuxième ordre rouge et commence à le plaindre, mais Luke déclare que ça ne le dérangerait pas d'échanger avec eux. Un troisième homme crie avec incrédulité que les trois ordres sont rouges, tandis que Luke s'avance et demande qui veut encore échanger. Il refuse nerveusement tandis que la foule recule. Luke reconnaît être évité, tandis que le directeur fait tourner son pistolet. Il remarque que c'est la première fois que quelqu'un reçoit trois ordres rouges tandis que Luke demande s'il peut poser une question. Le directeur le trouve amusant, alors il répondra à une question tandis qu'il abaisse son pistolet. Luke demande si ses actions ont été considérées comme une tactique pour effrayer les autres et les empêcher de prendre des ordres rouges, suggérant que l'exécution des ordres rouges pourrait entraîner un coût plus élevé. Le directeur trouve son observation intéressante, tandis que Luke suppose qu'il est soulagé de voir quelqu'un d'aussi faible que lui recevoir beaucoup d'ordres rouges. Il continue d'impressionner le directeur, confirmant que de plus grands biens apportent de plus grandes récompenses, et demande s'il a d'autres questions. Luke refuse car il ne veut pas sa balle dans la tête, gardant à l'esprit qu'il ne peut poser qu'une seule question. L'autre sourit car il a été démasqué, félicite Luke comme quelqu'un de digne de survivre même à une épreuve à mort jusqu'à la fin. Luke procède à l'exécution de ses tâches jusqu'à ce qu'une luminosité soudaine le prenne au dépourvu. Max s'approche et lui dit qu'il détient trois ordres bleus, demandant s'il peut échanger avec lui. Max dit à Luke de lui remettre ses trois ordres rouges car son niveau ne peut pas les gérer. Luke sent tranquillement le niveau accablant de Max. Au cas où Luke le refuserait, Max le défie avec assurance à la place. Luke reconnaît soudainement Max après que Jinda ait parlé du guerrier qui a réussi l'épreuve de niveau fort. Max exige de connaître la décision de Luke, tandis que ce dernier fait clignoter son manuel, ce qui plaît à Max. Le guerrier est choqué après que Luke ait déchiré l'ordre rouge, confirmant qu'il a accepté avec succès l'ordre. Luke s'éloigne et se moque de Max en disant que sa main a glissé. Luke s'arrête après que Max lui demande de s'arrêter, l'attaquant de toutes ses forces après avoir été insulté. Luke invoque soudainement son éventreur, étourdissant Max. Le guerrier s'arrête pendant que Luke interroge Max d'un ton sinistre. Max sourit, devenant soudainement amical avec son adversaire. Luke sourit et note intérieurement que les joueurs de haut niveau peuvent sentir la vraie force. Les deux partagent un rire alors qu'ils se séparent déjà. Max reconnaît la force de Luke et cherche une cible plus facile, mais il doit d'abord s'occuper de la vermine qui l'entoure. Il n'arrive pas à croire qu'ils veulent toujours s'en prendre à lui, ce qui pourrait entraîner la suppression de leur compte. L'un d'eux note qu'ils ne peuvent pas défier les ordres des trois anciens motivés par l'importante récompense promise pour la tête de Max. Ce dernier saisit le visage de l'ennemi avec sa main de métal, choquant les autres. L'aura sinistre de Max se manifeste et il demande s'ils sont sûrs de leur force. Il laisse tomber son ennemi après lui avoir explosé le visage, tandis que les autres avertissent tout le monde du talent de dominateur musculaire de Max. Max confirme avec un rire diabolique. Il se lance dans les airs et les avertit qu'il prendra leurs ordres rouges comme récompense. Pendant ce temps, Luke se tient devant une porte alors qu'il examine les détails de la commande de haut niveau, notant que cela ressemble à une livraison d'objets trouvés. Le colis contient une poupée en lambeaux, qui était la dernière chose qu'une fille tenait avant de disparaître. Luke commente le mauvais emballage et les instructions vagues. Il regarde autour de lui et se demande si la soi-disant folle nommée Luna se trouve ici. Luke appuie sur l'interphone, annonçant qu'il a un colis pour Luna. Il attend une réponse jusqu'à ce qu'un cri profond lui réponde, ce qui le surprend. Dans un ranch pourri, la figure sinistre est reconnaissante pour sa livraison tandis qu'une meute de loups grogne avec colère, tandis qu'un homme effrayé qui était attaché dans les airs est confus après avoir terminé sa tâche. Le monstre répond qu'ajouter l'homme à la nourriture qu'il a apportée suffira pour eux, tandis que la meute de loups salive alors qu'ils se préparent à manger leur repas. Dans un temple, un moine exprime sa gratitude pour avoir reçu une cloche massive, tandis que Penny, qui a livré l'article, note sa façon absurde de la remercier. Elle est entourée d'une armée de moines zombifiés, tandis que le monstre lui dit que son rôle est de les livrer dans l'au-delà. Pendant ce temps, une commande de bas niveau pour livrer une lettre d'amour est complétée dans un jardin. La mariée remercie l'employé qui pense que la tâche était simple. Une autre livraison est complétée dans une salle de sport lorsqu'un gros type reçoit ses pilules de perte de poids. L'employé note que les commandes de bas niveau sont faciles, tandis que le système confirme les commandes complétées une par une. Luke se plaint que les commandes de haut niveau sont différentes et ne lui ont laissé que 80% de ses PV après avoir reçu une tactique intimidante, mais il est soulagé d'avoir des tonnes de potions. Ses PV reviennent à 100%, et il prépare ses cordes vocales. Il demande à nouveau si quelqu'un est en ligne de commande jusqu'à ce qu'une voix lui dise d'entrer. Luke découvre que la personne est une femme douce et lui demande comment entrer alors que la porte est verrouillée. L'interphone ne fait que bourdonner, mais Luke prétend qu'il comprend ce qu'elle dit alors qu'il sort son éventreur. Il tranche la porte sans hésitation, marchant vers la porte pour livrer la commande. Luke annonce son arrivée en entrant dans le manoir, choqué par ce dont il est témoin. Luna regarde une télévision statique à l'intérieur d'une pièce encombrée, tandis que Luke lui dit sans jugement qu'il a un colis pour elle. Luna lui fait taire car il pourrait réveiller son enfant nommé Sacha,
dormant adorablement dans ses bras. Luke complimente Sacha et demande si elle peut déjà prendre le colis. Luna s'arrête soudainement, demandant s'il tient la poupée de Sacha. Elle devient confuse en regardant son enfant, se demandant si Sacha est perdu ou dans ses bras. Son aura sinistre se manifeste alors qu'elle soupçonne que Luke essaie de lui voler Sacha. Elle jette la poupée sur le sol, menaçant de tuer Luke pour avoir volé son enfant. Luna l'attaque avec une arme tranchante tandis que Luke s'enfuit en buvant sa potion. Elle se déchaîne alors que ses yeux brillent, tandis que Luke se précipite vers la porte. Il l'ouvre pendant qu'elle lui crie dessus, mais il réussit à la refermer aussitôt. Luna claque la porte, tandis que Luke note que la porte ne tiendra pas beaucoup plus longtemps, alors il commence à élaborer une stratégie. Il se retrouve soudainement à l'intérieur d'une pièce luxueuse contrairement à la précédente jusqu'à ce qu'il voit une porte avec des gribouillis pensant qu'elle a été dessinée par un enfant. Il voit soudainement un dessin avec une note qui dit qu'elle espère que sa maman est toujours heureuse, ce qui stupéfait Luke. Il voit aussi un calendrier qui appartient à Sacha avec des marques, lui faisant réaliser combien de temps elle a disparu. Il feuillette le calendrier jusqu'à ce qu'un papier jaune coincé entre les pages tombe. La note dit qu'ils peuvent livrer tout ce que l'on désire tant qu'ils paient un prix suffisant. Luke sourit en pensant que leur manager fait de la fausse publicité tandis que Luna continue de claquer la porte. Elle perce sa porte avec son arme tranchante tandis que Luke note qu'il doit d'abord la calmer pour qu'elle puisse accepter le colis. Il cherche quelque chose de stimulant pour elle jusqu'à ce qu'il ouvre un placard et pense à une idée. Luna perce la porte, l'ouvrant finalement alors qu'elle cherche son enfant. Elle s'arrête soudainement tandis que Luke rougit dans une robe rose, faisant du cosplay en Sacha et appelant Luna maman. Elle se demande si elle est vraiment Sacha et n'arrive pas à croire combien elle a grandi, mais cela ne lui importe pas et elle donne un câlin à Luke. Son sourire sinistre se manifeste alors qu'il l'appelle maman, stupéfiant Luna alors qu'il tient son arme tranchante. Il se poignarde soudainement alors qu'il lui rappelle qu'elle aurait dû protéger son enfant. Luna retombe dans sa dépression, se rappelant l'époque où Sacha était dessiné dans leur jardin. Le manager est soudainement apparu et lui a demandé quelque chose, tandis qu'elle l'a regardé avec un sourire. Elle a soudainement eu l'air terrifiée jusqu'à ce qu'elle rencontre sa fin tragique avec la poupée comme témoin. Sa mère est sortie la chercher, seulement pour voir la fin tragique de sa fille. Elle hurle d'agonie en tenant Luke dans ses bras, tandis que le système note qu'il a activé la touche du mal ultime et les mots de suggestion, espérant qu'elle se réveillera de sa folie. Dans un flashback, une voix a souhaité la bienvenue à Luna à Yellow Spring Express Delivery. Le manager a expliqué leur devise, qui était de réaliser les désirs ou même de les créer quand il n'en existe aucun. Luna a serré une photo de Sacha et a demandé s'ils avaient vu sa fille disparue. Le manager a répondu qu'il l'avait vue, incitant Luna à se précipiter et à supplier pour plus d'informations. Le manager a souri et lui a rappelé que la livraison de Yellow Spring avait un prix, tandis qu'elle est tombée à genoux et l'a supplié de l'aider. Le manager a levé sa main brillante et a exigé qu'elle abandonne sa santé mentale, déclarant qu'elle ferait une excellente cliente. Son visage se tord d'horreur alors qu'elle résiste faiblement, tandis que Luke note qu'elle combat les effets du sort des mots de suggestion. Elle se souvient s'être réveillée pour constater que Sacha avait disparu, suppliant de ne pas se réveiller de l'illusion. Luke commente que la tromperie de soi et l'obsession sont des tragédies faites par l'homme. Alors qu'elle continue de supplier de ne pas se réveiller, son expression s'adoucit en entendant la voix de Sacha, voyant sa fille tenant sa poupée. Luna dit à Luke d'arrêter de faire semblant d'être sa fille, tandis qu'il félicite Luna pour avoir retrouvé la raison et révèle qu'elle s'était déjà réveillée il y a longtemps. Elle est choquée et confirme si elle s'est vraiment réveillée. Luke explique que la poupée a été envoyée par son manager, lui disant qu'il existe de nombreux chemins à suivre. Il donne la poupée et lui demande de prendre le colis et de laisser un avis positif jusqu'à ce qu'un système le félicite pour avoir complété une commande de haut niveau et avoir promu l'homme au statut d'employé exceptionnel. Luke la quitte avec désinvolture, mais elle crie soudainement pour qu'il attende, suppliant de savoir si sa fille est toujours en vie. Il sourit et dit qu'elle ne le saura que si elle y va et voit par elle-même jusqu'à ce qu'elle tire les rideaux pour que la lumière puisse entrer dans la pièce, posant la poupée sur la table tandis qu'elle prononce le nom de sa fille. Elle dit à Sacha de l'attendre tandis qu'une figurine à son image tremble sur le sol, se brisant violemment en plusieurs morceaux. Le manager ramasse la figurine brisée, notant que l'histoire de Luna est déjà terminée. Il dit qu'il est temps pour la pièce de théâtre de passer à l'acte suivant, demandant à Sacha si elle est d'accord. Elle répond avec une agonie dans sa voix. Pendant ce temps, un gros client ouvre avec enthousiasme ses médicaments pour perdre du poids dans une salle de sport jusqu'à ce qu'il voit un repas à la place. Il transpire de panique après avoir vu la nourriture délicieuse, salivant comme un chien affamé. Il se jette le visage dans le repas, mais son estomac gronde en n'est pas encore satisfait. Il laisse échapper un cri guttural, fixant les yeux sur l'employé. Ce dernier essaie d'échapper au monstre affamé, mais il est attrapé instantanément. Dans un jardin isolé, l'employé travesti est assis sur le sol terrifié. Tout ce que la mariée note, c'est qu'elle n'a qu'une seule question alors que les autres meurent derrière elle. Elle lui demande s'il sait qui a écrit une certaine lettre d'amour, tandis que l'employé nie immédiatement qu'elle vienne de lui. Elle froisse le papier et tue l'employé. Un système indique que le client a laissé un avis négatif tandis que d'autres employés sont morts en conséquence. Max court dans une forêt dense et note que même les commandes de bas niveau sont problématiques, déterminé à gagner plus d'avantages en complétant des commandes de haut niveau,
mais il n'en a qu'une. Sa tâche est de livrer l'amour à un boss de haut niveau nommé le roi de l'abîme. Max remarque soudainement le bruissement des buissons, s'arrêtant alors qu'il pense que des monstres se cachent. Il jette un coup d'œil au monstre, mais il voit Luke en train de changer de vêtements à la place. Max est choqué bruyamment, ce que Luke remarque. Il salue Max joyeusement, qui est choqué de voir sa marque d'employé exceptionnelle sur sa tête pour avoir terminé sa tâche. Luke explique en plaisantant qu'il a rencontré un fanatique du travestissement qui voulait voir qui était le mieux dans les vêtements d'une femme. Il demande à Max d'essayer la robe, mais il refuse poliment. Max soupçonne que c'est Luke qui a réussi l'épreuve féroce, ce qui l'incite à lui demander s'il veut faire équipe avec lui. Max explique que les monstres chassent les employés une fois qu'ils laissent des commentaires négatifs, alors il montre le contenu de sa commande pour montrer sa sincérité. Luke reconnaît la commande, ce qui l'incite à sortir la sienne. Max est surpris de voir qu'ils ont le même destinataire jusqu'à ce que quelque chose attire leur attention. Le gros monstre devient fou car il sent de la nourriture à proximité, tandis que Max dit à Luke d'aller de l'avant vers l'endroit pendant qu'il essaie de retenir le monstre. Il est soudainement déconcerté de voir Luke porter sa cape et lui demande de travailler avec lui un instant. Luke trouve pénible de devoir faire face à des monstres de haut niveau, hésitant à révéler son atout, surtout quand Max est dans les parages, qui se porte volontaire pour s'occuper du monstre seul tout en encourageant Luke à aller de l'avant. Soudain, Max est stupéfait après avoir vu son compagnon, tandis que le gros monstre sent leur odeur. Il regarde derrière les arbres où il se cache, seulement pour voir Luke qui s'est transformé en sa cape d'esprit maléfique. Il montre son sourire sinistre, s'adressant au gros monstre qui tente de voler sa proie. Le monstre se recroqueville de peur et lui dit qu'il ne fait que passer, tandis que Luke continue de l'intimider. Le gros monstre s'enfuit comme un bébé, tandis que Luke note l'efficacité de sa cape d'esprit maléfique. Il dit à Max de se relever, qui reconnaît sa force et demande s'ils peuvent s'ajouter comme amis. Il se cogne les poings tandis que Luke lui demande des potions de guérison. Ils sont tous les deux d'accord pour dire que les monstres deviennent fous et chassent les coursiers s'ils sont mécontents, se souvenant d'une tentative passée avec ses anciens amis où il s'est à peine échappé. Luke note avec confiance que l'exécution de commandes de haut niveau est le moyen d'obtenir un dégagement parfait, ce que Max approuve complètement. Pendant ce temps, des pas martèlent le sol alors que d'autres fuient en panique, ou des employés confus sont sûrs qu'ils ont déjà terminé la commande. Un ver maléfique les poursuit alors qu'ils notent que les choses se passent bien jusqu'à ce que le monstre devienne fou. L'un d'eux pense qu'il y a un problème avec ce qu'ils ont livré, qui s'avère être un pesticide. Le groupe voit soudainement Max qui s'enfuit également, ce qui leur donne l'idée d'attirer le monstre vers son emplacement. Soudain, ils sont déconcertés après que Max change de direction et court vers eux à la place. Max s'écrase sur le groupe en criant à l'aide, ce qui les incite à réagir avec peur après avoir vu la cape d'esprit maléfique de Luke. Il fait semblant de chasser Max, tandis que le ver maléfique tombe également dans leur pitrerie, ce qui l'incite à fuir également. Luke continue à intimider, tandis que le groupe et le ver maléfique sont soulagés tout en se cachant derrière les buissons. Réalisant qu'ils sont assis l'un à côté de l'autre, le ver maléfique continue de poursuivre le groupe. Max remarque que les monstres qu'ils ont rencontrés ont fait place à Luke, qui boit la potion de santé pour retrouver ses PV. Luke fait une blague et note que c'est à cause de son charme tandis que Max n'arrive pas à croire qu'il est humain. Pendant ce temps, dans un temple voisin, Penny termine la commande de haut niveau et est promue employée exceptionnelle. Elle réalise à quel point une commande de haut niveau est exigeante après avoir épuisé la plupart de ses ressources, bien qu'elle apprenne que son approche précédente était totalement erronée. Le système note qu'ils sont prêts à l'embaucher à un prix élevé pour l'aider à mener à bien une commission, tandis qu'elle reconnaît que le message provient de la guilde des Trois Anciens. Un groupe d'employés salue Penny et loue sa force, tandis qu'elle leur demande quel genre de commission ils ont apporté cette fois. Le capitaine répond que leurs objectifs sont d'obtenir un objet de niveau bleu et de tuer Max. Alors que Penny pense que les Trois Anciens sont dangereux et se demande si Max leur a marché sur les pieds, il mentionne qu'il existe une offre encore plus généreuse suscitant l'intérêt de Penny. Le capitaine révèle qu'il s'agit de trouver la personne qui a réussi l'épreuve de niveau féroce avec une double récompense, mais Penny est plus intéressée par le premier travail, qui consiste à tuer Max. Le capitaine note qu'elle connaît Max et se demande si elle sera indulgente envers lui, ce que Penny confirme et partage qu'ils ont même réussi ensemble une épreuve de haut niveau. Elle lui doit même la vie jusqu'à ce qu'elle lance une demande d'échange, ce qui stupéfie le capitaine, tandis que Penny leur demande de la payer plus pour la mission. Pendant ce temps, Max et Luke sont arrivés à destination, mais ils ne savent pas à quoi ressemble le roi de l'abîme. Ils marchent sur des crânes humains jusqu'à ce que quelque chose attire l'attention de Max. Un monstre territorial aux dents acérées n'aime pas leur intrusion. Sa silhouette intimidante est suspendue à un arbre. Luke est stupéfait par son apparence, tandis que le monstre saute et s'écrase au sol. Il note que le roi déteste les humains, tandis que Max lui dit de se calmer et note qu'ils sont venus lui livrer une commande. Le monstre se souvient soudain de la commande et souhaite récupérer son œil, ce qui déconcerte Max. Il s'avère qu'il était le monstre qui a été traîné dans l'épreuve de niveau féroce où se trouvait Luke. Il était plein de haine, mais n'a pas cherché à se venger. Mais Max n'arrive pas à croire son histoire tandis que Luke feint l'ignorance. Le monstre révèle qu'il est allé à la livraison de fil jaune pour récupérer ses yeux,
disant aux employés de laisser les leurs à la place s'ils ne livrent pas sa commande. Soudain, Penny et ses pairs arrivent sur les lieux, disant à Max que ça fait longtemps. Luke demande si ce sont des ennemis, mais Max répond qu'elle est une amie mais peut tuer son propre père si elle est assez payée. Penny est flattée par son commentaire, tandis qu'elle note à quel point les trois anciens sont généreux et demande à Luke de la laisser tuer Max facilement. Luke essaie soudainement de négocier avec elle, demandant qu'ils se battent tous les deux pendant qu'il s'en va tranquillement. Penny explique qu'elle doit inclure tous ceux qui aident Max, ne laissant aucun choix à Luke. Il décide de s'occuper de tout le monde, choquant le roi et Penny. Le monstre demande si Luke n'est pas avec eux jusqu'à ce qu'il retire sa cape et demande au monstre s'il peut le reconnaître. Le roi est stupéfait après avoir vu le visage de Luke alors que des flashbacks de leur interaction apparaissent dans son esprit. Le monstre se jette sur lui pour attaquer, tandis que les spectateurs pensent que Luke est un idiot d'aller droit au monstre. Luke note que le roi est toujours le même, tandis que le monstre s'arrête après avoir remarqué quelque chose d'étrange chez Luke. Il se demande pourquoi le roi n'attaque pas, tandis que le monstre réalise qu'il est attiré pour l'attaquer. Le roi devient soudain anxieux et pense que Spira est à proximité pour protéger Luke, le traitant plutôt de manière amicale alors qu'il change d'avis. Les spectateurs sont stupéfaits après avoir vu le roi devenir amical. Alors que Luke demande au monstre de l'aider à s'occuper de leurs attaquants, le roi répond qu'ils sont trop nombreux jusqu'à ce que Luke lui montre l'un de ses yeux. Il promet de le lui rendre si le roi réussit bien. Mais s'il ne le fait pas, il le donnera simplement à Spira. Le roi accepte immédiatement sa condition lorsque soudain le système annonce que Luke a été promu superviseur après avoir terminé la tâche, lui donnant une résistance à l'effet de mise à mort instantanée du gestionnaire. Luke est satisfait de la décision du roi, tandis que le monstre se jette sur leurs ennemis qui restent incrédules après que le roi a changé de cible. Luke sourit doucement et dit au roi de foncer, tandis que le monstre les taillade avec ses griffes acérées. Le visage terrifié du capitaine s'affiche et ordonne à Penny de bouger, mais cette dernière l'ignore simplement. Penny leur dit de retenir le monstre pendant qu'elle s'occupe de Penny, mais Max se jette sur elle pour attaquer en utilisant sa ruée à vapeur. Une explosion massive se produit tandis que Penny parvient à esquiver l'attaque. Alors qu'elle note que Max se donne à fond pour utiliser une compétence de niveau bleu, Max l'avertit de ne pas déranger Luke. Alors que Penny soupçonne qu'il a des arrière-pensées avec Luke, la rendant encore plus investie, Penny se transforme soudain en une poupée, substituant son corps pour échapper au danger. Pendant ce temps, Lucas espace la scène tout en sentant que Max a des arrière-pensées en se rapprochant de lui, mais il sait qu'il a le dessus tant qu'il se retire en premier. Il déchire soudain une autre commande rouge, révélant que la tâche consiste à livrer un rire à un destinataire nommé Cry à la Yellow Spring Express Station. Pendant ce temps, le gestionnaire note que Luna a trouvé la clarté dans la brume au lieu de dévorer son visiteur, tandis que le roi de l'abîme a eu un changement de cœur alors qu'il était censé tuer sa cible. Le gestionnaire souligne que l'histoire sort du script et qu'ils ont maintenant un superviseur qui menace son pouvoir. Cependant, il balaie cela d'un revers de la main alors qu'il prend en charge la situation, notant que les acteurs ne devraient pas trop s'éloigner de leur script, comme de nombreuses commandes de bas niveau ont échoué, tandis que le gestionnaire absorbe la quantité de mal générée par les employés ordinaires qui n'est toujours pas suffisante. Une voix dans une profonde agonie le distrait, réalisant que Seisha perd déjà patience. Le gestionnaire note qu'un superviseur possède une quantité massive de valeurs maléfiques, révélant qu'il est à un pas du royaume du niveau féroce. Il attend que sa cible soit juste en premier, alors il ne sera plus piégé dans sa position actuelle. Le groupe menaçant gît inconscient, tandis que le roi de l'abîme leur donne leur punition pour les avoir croisés. Il reconnaît la force de Max malgré son statut d'humain jusqu'à ce que quelque chose frappe le roi, incitant Max à lui demander ce qui ne va pas. Le roi répond que c'est le Yellow Spring Express. Passant une commande avec du jaune, il explique qu'il sera contrôlé par le gestionnaire à moins que son souhait ne soit exaucé, révélant qu'il a secrètement passé 2 autres commandes après avoir échappé à un service de rencontre mortelle. Max révèle calmement que l'autre commande du roi est avec lui, incitant le roi à le questionner avec anxiété. Max se rapproche et note que l'ivraie de l'amour est dans ses cordes, embrassant le roi sans hésitation. Il embrasse le roi pour mener à bien sa tâche, confondant le monstre avec ce qu'il doit ressentir jusqu'à ce que des larmes montent à ses yeux. Le système annonce soudainement que Max termine le niveau élevé, ce qui le promeut à un employé exceptionnel. Pendant ce temps, les autres monstres se déchaînent, tandis que Luke observe en se cachant. Il interroge soudain Penny sur les raisons pour lesquelles elle le suit au lieu de Max. Alors qu'elle note avec confiance qu'elle doit gagner en premier, elle note que les intentions de Max ne sont pas claires et se moque des 100 meilleurs joueurs pour avoir jeté leur valeur morale comme du bétail. Penny déplore que les meilleurs joueurs comme Max aient abandonné toutes les limites de l'humanité et feront tout pour terminer le jeu, incitant Luke à se demander pourquoi elle se rapproche de lui. Penny se rapproche dangereusement et partage sa curiosité sur sa valeur. Les joueurs se matérialisent comme dans les jeux vidéo, réalisant qu'ils ont été tués pour revenir au niveau 1. Leur visage déçu s'affiche. Alors que le capitaine ne peut plus cacher sa frustration, elle contacte Penny qui est toujours à l'intérieur de l'épreuve, lui rappelant de terminer sa mission, mais elle n'est plus dans sa liste d'amis. Le capitaine frappe son compagnon par frustration, réalisant que Penny les a bloqués pour voler leur prime. L'un d'eux souligne que Penny est une joueuse du top 100,
tandis que le capitaine appelle Shameless et s'inquiète de la façon dont elle expliquera la situation aux 3 anciens. D'autres membres se précipitent vers le capitaine, montrent une vidéo qu'il a enregistrée. Ils partagent qu'ils ont rencontré un voyageur avec un équipement de haute qualité, demandant s'il pourrait être la cible des 3 anciens qui ont réussi l'épreuve de niveau féroce. Le capitaine trouve quelque chose à signaler à l'ancien, peu importe s'il est leur cible, informant immédiatement le chef de la guilde. Pendant ce temps, à l'épreuve de niveau fort, Penny demande pourquoi Luke court comme si elle allait le manger, notant qu'elle va juste l'échanger contre de l'argent de récompense. Penny partage également que les anciens chassent le type qui a réussi l'épreuve de niveau féroce, et la prime est de 2 objets de qualité bleue. Luke continue de fuir jusqu'à ce que Penny l'arrête et lui demande s'il pourrait être la cible des anciens. Elle note avec assurance que son agilité est bien inférieure à la sienne, et qu'il ne peut pas lui échapper. Luke demande ce qu'elle compte faire s'il est la cible. Alors que Penny répond qu'elle a une proposition pour lui, elle propose de partager la prime avec Luke après l'avoir tué, tout en sortant son arme à feu, choquant Luke après avoir appris qu'elle est une artilleuse. Cependant, Penny le corrige immédiatement en disant qu'elle est en fait une lanceuse de sorts. Son mécanisme est un lanceur d'arsenal alors qu'elle se prépare à déclencher son sort de niveau 3, tirant 3 rayons vers le corps de Luke. L'effet augmente considérablement sa vitesse de mouvement et d'attaque pendant 10 minutes, le choquant que ce soit un buff positif. Penny demande s'il est confus quant à savoir pourquoi elle ne se bat pas pour la mission, essayant de le tromper avec ses mots pour le convaincre. Luke lui demande simplement d'être honnête, ce à quoi elle répond qu'il est talentueux et que la récompense n'est pas suffisante pour lui. Penny révèle que la seule façon de réussir l'épreuve est de compter sur un superviseur comme lui rappelant que réussir une épreuve n'a pas besoin d'être parfait, et qu'il peut courir s'il ne peut pas gagner. Luke sourit avec confiance, décidant de retourner au Yellow Spring Express alors qu'il ouvre la porte massive. Des larmes tombent soudainement de ses yeux, voyant un enfant avec un gémissement glaçant. L'enfant remarque son arrivée, attaquant soudainement Luke. Le gémissement de l'enfant s'intensifie alors qu'elle dégage une énergie négative, tandis que Luke lui demande si tout ce qu'elle peut faire est pleurer. Il se rapproche de l'enfant et propose de la faire rire jusqu'à ce qu'il s'arrête et que des larmes tombent de ses yeux de manière incontrôlable. Luke réalise la capacité de l'enfant alors qu'elle se faufile derrière lui et qu'il a tellement mal. Luke est stupéfait tandis que l'enfant lui demande de jouer avec lui alors qu'il tombe dans son pouvoir. L'enfant jette un coup d'œil à son monde intérieur, apprenant qu'il était impatient et qu'il a vécu beaucoup de douleur. L'enfant lui demande quelle est sa douleur et sa peur, ce à quoi Luke accepte de lui montrer. Il lui dit de voir par elle-même jusqu'à ce qu'il regarde l'enfant avec un trou dans son visage. L'enfant se recroqueville de peur alors qu'elle réalise qu'il n'est pas un humain après avoir vu ses souvenirs douloureux, mais Luke répond que ce n'est qu'un amuse-gueule de ses souvenirs désagréables. Une aura plus sombre émane de Luke alors qu'il se prépare à montrer plus à l'enfant jusqu'à ce que des âmes sinistres, qui représentent ses souvenirs douloureux, entourent l'enfant. Luke note qu'il rencontre enfin quelqu'un avec qui partager sa douleur tandis que l'enfant hurle de terreur jusqu'à ce qu'elle tombe au sol après ne pas avoir géré la douleur de Luke. L'enfant s'enfuit de lui tandis que Luke lui dit de rester car il n'a pas encore fini de partager ses souvenirs. L'enfant se précipite dans sa chambre, fermant la porte. L'enfant pleure dans le coin et cherche sa maman, mais Luke ouvre la porte en claquant, demandant pourquoi elle s'est enfuie de lui. Il note qu'il ne lui a pas dit si sa douleur est spéciale ou non tandis que l'enfant le supplie de rester à l'écart. Pendant ce temps, le manager regarde et note qu'il aime les tragédies qui se déchirent et savourer la douleur. Il contrôle tout comme une marionnette tout en notant que les souvenirs douloureux peuvent briser quelqu'un jusqu'à ce que son expression se transforme en confusion après avoir réalisé que l'enfant a peur et se demande ce qu'elle voit. L'enfant supplie Luke de s'en aller alors qu'elle lui jette une poupée, attirant son attention. Il regarde de plus près la poupée, la reconnaissant immédiatement. Luke pense soudainement à Luna, réalisant qui est l'enfant devant lui. Luke demande si son nom est Sacha, un nom que l'enfant reconnaît. Elle se tourne vers Luke et lui demande s'il a vu sa maman, tout en grimaçant de douleur alors que des souvenirs refont surface. Luke demande ce qui ne va pas avec elle alors qu'elle se plaint que sa tête lui fait mal jusqu'à ce qu'un fil lumineux sorte de sa tête, frappant Luke, qu'il bloque avec son arme. Il tombe au sol à cause de l'attaque surprise jusqu'à ce que de multiples fils lumineux sortent du corps de Sacha. Luke bloque la frappe et s'enfuit immédiatement pour échapper au fil lumineux. Il s'arrête pour reprendre son souffle, reconnaissant qu'il a toujours le buff de Penny, ce qui l'a aidé à éviter les attaques. Il réalise qu'il vient de se faire avoir après que son arme soit liée et retenue. Le manager sort et révèle qu'il a mis en place les fils sur Sacha avant son dispositif de sécurité, réalisant que cet éventreur était l'atout de Luke, il décide donc de le lui prendre. Il s'excuse d'avoir pleuré car il n'est pas non plus immunisé contre la capacité de Sacha, mais il insiste sur le fait qu'ils doivent rester polis en tant qu'employés tandis que Luke est entouré de tonnes de mannequins. Il gémit après que le manager sorte pour inspecter son travail, mais il corrige Luke en disant qu'il est seulement curieux à son sujet et qu'il veut s'enquérir de ses employés. Le manager note que Sechet est encore un enfant et un peu indiscipliné tout en demandant à Luke de s'asseoir pendant qu'il contrôle ses marionnettes. Le manager appelle Luke le superviseur et demande s'il préfère un type de communication différent, mais il est seulement curieux au sujet de ces questions pour lui. Le manager est satisfait et souligne qu'une atmosphère de travail amicale est importante. Le manager s'assoit avec Luke,
notant que la demande est la chose la plus importante dans le monde des affaires. Le manager explique qu'il y a du succès quand il y a une demande sans fin. Le manager partage que Sacha l'aide à connaître les peurs de chaque client, qu'il transforme en réalité. Il prend un client qui craint l'obésité comme exemple, ce qui lui fait sentir qu'ils doivent perdre du poids. D'autres craignent de perdre leur beauté, alors le manager les rend grotesques. Cela les fera rechercher la beauté et l'acceptation sociale tout le temps. Max s'occupe de la mariée et se plaint qu'il n'a toujours pas pu trouver une deuxième commande de source jaune. Le manager demande à Luc s'il connaît la valeur du mal extrême, ce à quoi il confirme en avoir un peu. Le manager explique que c'est comme un poison que les traverseurs essaient d'éviter, mais un point d'expérience pour quelqu'un comme eux. Il explique que bien qu'ils deviennent plus forts en réussissant des épreuves, il devient plus fort quand ils échouent à leur mission. Sacha grimace de douleur tout en étant attaché au fil lumineux. Le manager explique que laisser Sacha tuer Luc le fera avancer au rang féroce, demandant si Luc est d'accord que sa façon de faire des affaires est rentable. Le manager admet sa curiosité à propos de ce que Sacha a vu dans le monde mental de Luc, ce à quoi il propose de raconter lentement. Le manager refuse soudainement et note que tous les mystères n'ont pas besoin d'être résolus. Il partage un dicton humain avec lequel il est d'accord que plus la nuit est longue, plus les rêves sont nombreux alors qu'il attache Sacha fermement. Le manager pointe son arme vers Luc pour lui faire ses adieux, tirant sans hésitation. Le manager est soudainement stupéfait alors que Luc lève la console de jeu, qui a bloqué la balle. Il décide de partager des conseils en retour. Il allume la console. Son énergie monte en flèche tout en disant au manager de ne jamais supposer que son adversaire n'a qu'un seul atout. Le manager se recroqueville de puissance et s'interroge sur l'aura que Luc vient d'émettre alors qu'une puissante rafale l'entoure et envoie ses adversaires au loin. Luc invoque avec confiance l'existence suprême du niveau féroce, mais l'utilisateur qu'il essaie de joindre est temporairement indisponible, ce qui déconcerte le manager. Luc crie anxieusement après s'être fait poser un lapin, tandis que le manager admet qu'il lui a fait peur pendant un moment. Il ordonne à son armée de marionnettes d'attaquer Luc, mais sa réaction reste impassible, frappant ses ennemis tous en même temps. Le manager est rendu muet, tandis que Luc tient un oreiller en forme de masse et pense que c'est un article bon marché. L'oreiller a une note de ne pas déranger collée dessus, tandis que le manager décide de s'occuper lui-même de son ennemi. Luc demande à l'oreiller s'il peut affronter le manager, ce à quoi il répond positivement. Il tourne agressivement, tandis que le manager frappe avec ses fils lumineux. Une poussée de puissance éclate autour de Luc, tandis que le manager crie de confusion. L'oreiller frappe son corps, bloquant le manager à travers le sol. Un impact massif explose, libérant Sacha des fils du manager, ainsi que l'éventreur de Luc. Il saisit son arme, notant que l'oreiller est fou, ce qui est un article ménager de qualité violette avec des effets spéciaux dévastateurs liés au sommeil et à la rage. La console de Luc s'est ensuite matérialisée à partir du jeu, réalisant qu'un article jetable disparaît une fois qu'il est utilisé. Cependant, Luc est satisfait après avoir vaincu le manager et décide de s'occuper ensuite du problème de Sacha, tandis que l'enfant est recroquevillé dans le coin. Une explosion massive éclate soudainement, suivie de fils lumineux qui se lancent sur Luc. Il esquive instantanément les frappes en utilisant son éventreur jusqu'à ce que son visage soit coupé, ce qui abaisse ses PV. Luc essaie de s'éloigner des brins, incapable de comprendre que le manager est toujours en vie. L'ennemi n'arrive pas à croire qu'il utilise l'atout destiné à l'association du mal, mais il admet que Luc a raison qu'il devrait avoir plus d'un atout. Ses fils s'étendent à l'extérieur de l'établissement, piégeant le gros client, ce qui fait se demander à Penny si Luc est responsable de l'attaque soudaine. Pendant ce temps, la mariée se précipite vers Max jusqu'à ce qu'elle soit projetée au sol après que ses pieds soient liés avec les fils verts. Max inspecte l'établissement et découvre la source des fils, tandis que Sacha n'est pas non plus en sécurité et se recroqueville de peur. Le manager reconnaît à Luc qu'il a prouvé qu'il était digne de sa pleine puissance, notant que se contenter d'un pseudo-niveau féroce lui suffira. Luc réalise qu'il renverse la table en jouant de manière injuste, tandis que le manager le blâme d'avoir ruiné des années de son travail. Quelqu'un traverse soudainement le plafond, ce qui stupéfie le manager. Il s'avère que Luna vient à la rescousse, sauvant sa fille des mains du manager. Elle lâche un cri guttural, chargeant sur le manager avec une intention de tuer. Il reconnaît l'arrivée de sa marionnette incontrôlable, prête à le vaincre avec son arme tranchante. Elle saisit d'abord sa fille, coupant les fils avec son couteau. Luna jette Sacha en sécurité jusqu'à ce que les fils tranchant la percent. Luc est stupéfait après ce qui s'est passé, réalisant qu'il a vu Luna. Il sait qu'elle ne durera pas beaucoup plus longtemps et qu'il doit terminer sa commande, tandis que Sacha pleure d'agonie dans le coin. Il attire son attention, clarifiant son désir de voir un sourire sincère. Il lui dit de bien le regarder alors qu'il utilise son éventreur pour dessiner un sourire sur son visage. Sacha est rendue muette, tandis que Luc lui demande si elle est satisfaite du sourire qu'elle attendait avec impatience. Le système confirme soudainement que Luc a terminé la commande avancée, le promouvant au poste de directeur adjoint de Yellow Spring Express. Le directeur sert Luna et la traite de marionnette pathétique, notant que sa stratégie brutale ne fonctionnera pas sur lui. Il la jette au loin, fracassant son corps contre le mur. En tant que directeur de Yellow Spring Express, il affirme fièrement que même un être de niveau féroce aurait du mal à le vaincre.
Le seul problème est qu'il devra cultiver un nouveau lot de clients, ajoutant que la valeur maléfique de Luna est délicieuse et décide de récolter le reste. Il ordonne à tout le monde de lui rendre leur valeur maléfique pendant que son expression sinistre s'affiche. Une erreur l'arrête soudainement, l'informant qu'il y a actuellement 2 directeurs établis et qu'il ne devrait y en avoir qu'un. Le directeur est stupéfait car personne ne peut faire sourire Sacha. Luke s'excuse en plaisantant auprès de son collègue alors qu'il est promu directeur adjoint, lui demandant s'il est intéressé par une retraite anticipée. Ses récompenses d'épreuve finale augmentent de 400, tandis que le système leur rappelle un conflit d'autorité. Le directeur affirme qu'il comprend son adversaire, mais il insiste sur le fait que Luke ne peut toujours pas le vaincre. Le directeur affirme que tuer Luke résoudra simplement le conflit. Ce dernier sourit et reconnaît la logique jusqu'à ce que le gros client traverse le plafond tandis que Luke rappelle que le consentement du client est toujours requis. Le gros client s'écrase au sol tandis que le directeur le décrit comme une simple créature de niveau inférieur. Le gros type active sa technique de berserk. Ses muscles deviennent plus gros et plus forts. Le directeur est stupéfait tandis que le gros client saisit et tire le fil avec force, projetant le directeur dans les airs. Le gros type écrase son visage avec son poing tandis que l'impact l'envoie voler hors de l'établissement. Penny surveille le toit alors qu'il complimente Luke et lui demande de l'ajouter comme ami, ce à quoi il accepte. Le directeur affirme avec confiance qu'une force brute ne fonctionnera pas sur lui jusqu'à ce que son visage devienne choqué après que la mariée l'embrasse par derrière. Elle l'accuse de lui causer des ennuis, tandis qu'elle dit à l'officier que c'est son tour. Max s'avance, tandis que Luke et Penny parlent de sa force. Penny avertit Luke de fermer les yeux, tandis que le directeur demande à Max ce qu'il prévoit de faire. Max explique sa capacité à rendre n'importe quel muscle de son corps plus fort, demandant au directeur s'il sait quel est le muscle le plus fort du corps humain. Le directeur se recroqueville de peur, tandis que Max affirme que personne n'a survécu à son mouvement où il utilise sa langue. La compétence de Max augmente de niveau lorsque le système le notifie, faisant de sa langue une arme naturelle, qui inflige 100% de dégâts physiques par léchage. La mariée rougit en se portant garante de la capacité de Max, tandis que le directeur panique. Il rencontre sa fin instantanément. Alors que Luke est dégoûté et que Penny affirme que les joueurs de haut niveau sont tous des bêtes, Max affiche ses mouvements intimes, tandis que Luke trouve la scène trop terrifiante. Penny partage que les mouvements ridicules de Max font partie de sa compétence de cette coupe, incitant Luke à lui demander de quoi il s'agit. Elle explique qu'il s'agit d'une compétence ultime à haut risque et à haute récompense capable d'effacer 70% de la santé d'un ennemi si chaque coup se connecte. Max est sur le point d'utiliser le coup final, qu'elle ne peut utiliser qu'une seule fois par épreuve, frappant le directeur avec sa puissante langue. Penny révèle qu'elle ne veut pas vraiment croiser Max à cause de ses compétences étranges. Le système notifie enfin que la quête principale est terminée et que les traverseurs reviendront de la scène d'épreuve. Penny décide d'ajouter Luke comme ami, pensant silencieusement qu'il est plus principiel que Max. Elle se demande soudain ce qui ne va pas avec sa bouche, tandis qu'il répond que c'était pour apporter un sourire à un enfant. Luna s'affale contre le mur tandis que Sacha se rapproche d'elle pendant qu'elle pleure. L'enfant interroge son identité, lui demandant si Luna sait où elle peut trouver sa mère. Luna tient doucement le visage de Sacha, souriant doucement et note combien elle a grandi. Sacha reconnaît qui elle est tandis qu'un flashback de leur passé inonde leurs esprits. La mère et la fille sont enfin réunies tandis que Penny ne peut retenir ses larmes. Elle se demande si elle est devenue une personne sentimentale, mais Max explique que quiconque s'approche de Sacha pleure. Penny est soulagée et a pensé pendant un moment qu'elle était une bonne personne tout en notant soudain que Luke est fort et qu'il devrait faire équipe la prochaine fois. Le système les informe qu'ils quitteront l'épreuve dans 5 secondes. Max se prépare à être transporté et veut poser une question à Luke. Le compte à rebours continue tandis que Luke fait signe au revoir. Il reste dans l'épreuve tandis que Penny et Max disparaissent, soulagés qu'ils soient enfin partis. Luke s'adresse au directeur et lui dit d'arrêter de faire semblant, choquant le gros client et Luna qu'il soit toujours en vie. Le directeur demande pourquoi Luke n'est pas parti même après avoir terminé sa mission. Luke révèle qu'il trouve également un sens à la vie et ne se contente pas de passer des épreuves dans le jeu. Il apprend également qu'il y a toujours un cerveau dans le jeu et le laisser en vie le met mal à l'aise. Le système note qu'une quête cachée est déclenchée, lui donnant 2 options, dans lesquelles il choisit de ne pas devenir maître de gare et de rester à l'intérieur de l'épreuve à la place. Une entité réalise que Luke est vraiment différent des autres traverseurs jusqu'à ce que sa conscience se transfère dans une marionnette usée et l'appelle avec désinvolture. Luke note qu'il le connaît bien, tandis que l'entité le traite d'arrogant. Il affirme qu'il le connaît très bien, notant que Luke peut charmer ses ennemis, mais il doit d'abord les toucher physiquement. Son arme peut également blesser les entités de rang féroce, mais seulement s'il peut les frapper. Il ajoute que Luke peut même entrer dans des épreuves de niveau féroce, ce qui signifie qu'il possède une valeur maléfique extrêmement élevée, mais il se moque de lui pour être à l'intérieur d'une marionnette en bois. L'entité perd presque son sang-froid, mais il réalise immédiatement que Luke utilise ses mots pour le tromper. Quelqu'un perd soudainement la tête de la marionnette, ce qui s'avère être le fait de la mariée après être devenue impatiente. Luke leur dit que c'est inutile car le vrai corps de leur ennemi n'est même pas là, notant que même le directeur n'est qu'un de ses pions. L'entité loue son intelligence et note qu'il mérite vraiment d'être le prochain directeur.
Alors que Luke pense que la véritable forme de l'ennemi a été suggérée dans le nom de l'épreuve dès le début, il note que l'ennemi mystérieux est le demandeur le plus gourmand de tous, désirant devenir véritablement omnipotent. Les marionnettes commencent à se lever, tandis que le gros client les attaque immédiatement. Une marionnette l'arrête soudainement, tandis que Luna réalise qu'elles sont devenues plus fortes. L'entité dit à Luke que le désir est l'instinct de tout être vivant. Il explique que la moralité et les lois retiennent ses désirs tandis qu'il aide seulement à les libérer de ces choses. L'entité pense que Luke n'a pas ses contraintes, ce qui fait de lui le directeur parfait. Luna défend violemment Sacha contre les marionnettes, tandis que l'entité peut sentir une valeur maléfique extrêmement vaste en Luke et suggère qu'ils travaillent ensemble à la place. Luke sourit et sait que l'entité veut seulement qu'il soit comme ses autres marionnettes. L'entité affirme que Luke ne peut pas utiliser ses points maléfiques et suggère qu'il lui remette son corps à la place, mais il se trompe sur le fait que Luke ne peut pas utiliser sa valeur maléfique. Luke invoque soudainement une magie puissante, faisant rugir le tonnerre à travers la nuit. Pendant ce temps, d'autres employés sont coincés à l'intérieur de l'épreuve tout en étant poursuivis par le ver géant. Ils ne peuvent pas partir tant que la commande n'est pas terminée, mais ils s'arrêtent soudainement. Ils aperçoivent une silhouette dans le ciel avec de longs cheveux blancs couverts d'une aura sinistre et réalisent que c'est Luke transformé en monstre. L'entité est choquée de voir comment Luke peut utiliser sa valeur maléfique tandis qu'il lève son éventreur pour utiliser sa technique de récolte de vie. Son expression nonchalante s'affiche alors qu'il libère un faisceau de puissance sur le sol. Quelque part dans le monde du mal extrême, Miss Slot dort paisiblement jusqu'à ce qu'elle sente quelque chose d'étrange. Elle se réveille avec une aura de rang féroce. Un cratère massif apparaît après l'explosion, tandis que Luna est recroquevillée pour protéger sa fille. Elle vérifie Sacha en lui demandant de se réveiller. Un rocher massif s'écrase au sol tandis que le gros client réalise qu'il est toujours en vie. La mariée se recroqueville de peur après avoir failli mourir. Il n'arrive pas à croire que Luke est responsable du chaos jusqu'à ce que quelqu'un demande qui d'autre aurait pu le faire, et leurs expressions deviennent craintives. Miss Slot arrive sur les lieux en leur ordonnant de lui dire ce qui s'est passé. Elle invoque un portail pour rendre visite à Luke dans le monde humain tandis que les monstres baissent la tête pour montrer leur respect envers elle. Slot s'arrête soudainement, tandis que Luna court désespérément vers elle, la suppliant de sauver sa fille. Luna promet de payer n'importe quel prix. Slot explique que l'existence de Sacha est née pour le ressentiment, et avec sa source disparue, elle disparaîtra naturellement. Luna est incrédule tandis que Slot s'arrête un instant, lui lançant un objet, qui s'avère être une lanterne. C'est un objet de rang bleu qui absorbe le pouvoir de l'âme, ce qui permet à l'utilisateur de puiser le pouvoir de l'âme des autres et de l'absorber. Slot dit à Luna qu'elle peut utiliser sa propre âme pour se sacrifier pour sa fille, impliquant qu'elle sait déjà comment cela fonctionne. Luna prend un moment tandis qu'elle regarde sa fille tandis que ses larmes coulent sur son visage. Luna place la lanterne sur Sacha alors qu'elle reprend sa forme humaine et se prépare à raconter une histoire à sa fille. Sacha reprend également sa forme originale tandis que Luna lui raconte une histoire sincère. Le corps de Luna brille en étreignant sa fille alors qu'elle disparaît lentement. Sacha se réveille de son sommeil en se demandant où elle est. Quelque chose attire soudainement son attention, tandis que sa confusion se transforme en bonheur lorsqu'elle voit sa poupée bien-aimée sur le sol. Luke se matérialise dans le monde humain, confus quant à ce qui vient de se passer. Il se souvient avoir vu une invite indiquant que l'épreuve était terminée après avoir tué l'entité jusqu'à ce qu'un avertissement de déconnexion interrompe le système, décevant Luke car il n'a même pas encore vu ses récompenses. Quelqu'un frappe soudainement à sa porte, ce qui amène Luke à se demander qui cela pourrait être. Des monstres entrent soudainement dans sa chambre, tandis que Luke pense qu'il a encore des hallucinations. Le médicament n'aurait pas dû cesser de faire effet, mais il décide d'ignorer les monstres comme d'habitude. Soudain, l'un des monstres frappe, ce qui met Luke sur ses gardes. Il esquive instantanément la langue puissante du monstre, mais il reçoit une égratignure douloureuse sur sa joue. Les infirmières apparaissent soudainement pour lui demander s'il ne se sent pas bien. Les infirmières n'ont pas de réponse et se demandent s'il a encore une crise. L'infirmière tend la main, mais tout ce que Luke peut voir, ce sont des monstres devant lui. Il se demande s'il ne s'agit que d'hallucinations. Alors que les monstres agissent étrangement devant lui, Luke saute par-dessus et décide de s'enfuir à la place. Les infirmières avertissent immédiatement l'officier après avoir réalisé que Luke a de nouveau une crise. Luke s'arrête soudainement, stupéfait après avoir vu un monstre à tentacules. Il est percé à la jambe, ce qui lui fait réaliser que tout est réel. Luke invoque instantanément son éventreur, mais il s'avère qu'il est confronté à un officier à la place. L'officier rapporte que Luke a été surpris par lui, mais n'a subi aucune blessure. Il demande à Luke de se calmer, mais il s'échappe instantanément et saute à travers la vitre de la fenêtre. Pendant ce temps, les enfants demandent à Jinda de ne pas les quitter à la place, mais il explique qu'il a trouvé un endroit pour faire fortune et promet de revenir. Il demande aux enfants de rester et de l'attendre jusqu'à ce qu'un enfant voie quelqu'un à proximité. Luke boite à cause d'une blessure. Alors que Jinda exprime son inquiétude sans le reconnaître, Luke affiche soudainement son expression sinistre et déclare qu'il va les tuer, incitant Jinda à se mettre sur ses gardes. Luke tranche avec son éventreur, mais Jinda parvient à réagir à temps tout en tenant les enfants. Il tient un parchemin brillant destiné à aider l'utilisateur à se téléporter dans un rayon de 30 mètres. Jinda dit aux enfants de courir, les rassurant qu'il ira bien pendant qu'il retient Luke.
Ce dernier dégage une aura sinistre en avançant, tandis que Gina réalise à quel point il est foutu. Luke frotte son éventreur jusqu'à ce que Ginda tombe à genoux, essayant de faire entendre raison à Luke qui le reconnaît finalement. Ginda s'arrête tandis que Luke essaie de résister et lui dit de partir immédiatement. Ginda rappelle aux enfants de s'échapper, mais quelque chose de sinistre prend le contrôle de Luke, l'incitant à lancer des coups sombres vers Ginda. Ce dernier essaie de distancer l'attaque de Luke tandis que les enfants expriment leurs visages inquiets. Soudain, l'attaque de Luke se divise en deux, sauvant Ginda. Ce dernier regarde autour de lui, réalisant qu'un monstre d'un autre monde apparaît pour le sauver. Slot arrive à temps et note que la volonté de Luke dépasse celle d'un humain ordinaire, bien qu'elle ne soit pas surprise par le type qu'elle surveille. Elle ne regrette pas de lui avoir donné la descente démoniaque, tandis qu'elle déclenche une vague de puissance d'énergie appelée repos de l'âme. L'énergie tombe comme de la neige, étonnant les enfants et les rendant somnolents. Ils finissent par s'endormir tandis que Luke se demande si Slot est à l'origine des choses étranges qui lui arrivent. Slot n'avait pas l'intention de lui faire du mal, mais elle ne s'attendait pas à ce que Luke puisse libérer le véritable pouvoir de la source du mal extrême. La vision de Luke commence à s'estomper en disant à Slot qu'il attendra son explication. Elle promet qu'elle s'expliquera, mais quelque chose la dérange tout d'un coup. Slot note qu'elle doit d'abord s'occuper de quelques types gênants dans le royaume humain. Ginda est déconcertée par un super pouvoir qui rend les gens inconscients, un démon de haut niveau d'un autre monde et un grand sceau magique qui entoure la ville. Il a l'impression de ne pas encore être dans le monde réel. Un homme encapuchonné de la garde de nuit apparaît, passant devant Ginda sans hésitation. Ce dernier ne sait même pas quand l'homme mystérieux est apparu. Tous les gardes nommés Simon saluent Slot qui ne les a pas informés de son arrivée. Elle explique que les hommes de la garde de nuit sont ennuyeux et les trouvent gênants. Simon lui rappelle poliment qu'elle n'est pas autorisée à entrer dans le monde humain sans autorisation, mais Slot leur demande avec confiance s'ils envisagent de la sceller. Simon admet qu'il n'y a aucun moyen de sceller un démon comme elle, mais l'avertit poliment qu'ils sont préparés au cas où elle déciderait d'envahir le monde humain. Ils sont prêts à se sacrifier pour la vaincre, tandis que Slot critique leur comportement autodestructeur. Slot révèle qu'elle n'a pas l'intention de se battre contre eux et révèle qu'elle est venue pour Luke, mais Simon est incrédule. Il souligne qu'il ne peut même pas manipuler des objets d'un autre monde, mais Slot ne s'attendait pas à ce qu'il puisse mal juger quelqu'un. Il s'arrête soudainement, touchant la tête de Luke pour enquêter davantage. Simon est soudainement déconcerté, tandis que l'un d'eux dit à l'autre d'arrêter la formation. Ils quittent immédiatement leur poste, ce qui fait disparaître le sceau. Ils réalisent qu'ils voient une source de mal extrême vivante, tandis que l'un d'eux demande à Slot ce qui ne va pas avec Luke. Elle explique que Luke a déclenché une partie de la source du mal et a subi un contre-coup, choquant les hommes de la garde de nuit. Simon n'arrive toujours pas à la croire, tandis que Slot ouvre le portail et essaie d'emmener Luke avec elle. Les hommes de la garde de nuit protègent Luke, ce qui agace Slot alors qu'elle les regarde. Simon l'avertit qu'il s'autodétruira si elle emmène Luke, mais elle sourit silencieusement. Slot se demande s'ils peuvent le protéger, notant qu'il devrait savoir ce que signifie un éveilleur de la source du mal extrême. Simon retire son couvercle, promettant qu'ils protégeront Luke. Slot se repose et laisse Luke à leurs soins pour l'instant, mais elle s'arrête pour leur rappeler de se dépêcher car la bêta ouverte est sur le point de commencer. Simon est choqué et note que les humains ne peuvent pas encore affronter un essai de rang féroce, mais il serait dit après que Slot ait prononcé son nom. Elle explique solennellement comment le pouvoir de l'humanité a changé depuis que les 6 étoiles se sont éteintes et s'interroge sur le sens de la bêta fermée si toutes les étoiles sont éteintes. Simon est calmement d'accord et lui demande de quitter le monde humain pour l'instant. Slot promet de partir immédiatement alors qu'elle l'évite vers Luke, se penchant doucement près de lui donnant un baiser lumineux. Simon regarde avec confusion et demande ce qu'elle vient de faire. Slot répond qu'elle lui a seulement donné un buff pour protéger temporairement sa conscience. Simon lui dit instantanément de faire comme elle le souhaite jusqu'à ce qu'un effet magique brillant pulse dans l'air. L'autre garde plaisante maladroitement sur le fait que les buffs n'ont pas toujours besoin d'un baiser. Derrière le coin, Ginda jette un coup d'œil et observe que Luke va bien, mais il déplore avoir mal jugé son choix de soutien après avoir failli être tué. Il note que les actions précédentes de Luke n'étaient pas intentionnelles, s'interrogeant sur sa véritable situation jusqu'à ce que quelqu'un l'appelle. Yuzin, l'un des gardes de nuit, lui demande de ne pas avoir peur. Il offre à Ginda un pouvoir en échange d'un prix, mais il supplie d'être ignoré en se traitant de personne. Yuzin avertit Ginda qu'il ne survivrait même pas à 3 chapitres dans la bêta ouverte, tandis qu'il crie à l'aide alors que Yuzin l'entraîne. Une évasion tranquille de la ville s'étend sous le ciel nocturne. Un babillard affiche des affiches de recherche rayées, tandis que Penny se prélasse dans une chaise. Elle fronce les sourcils que quelqu'un ignore ses messages. Elle vérifie son téléphone et lit des messages sans réponse demandant où est Luke. Son téléphone sonne soudainement et élève la voix lorsqu'elle répond, mais son oncle à l'autre bout du fil gronde Penny pour son manque de respect. Elle ignore l'homme avec indifférence car elle pense que les gardes se sont déjà dissous. Le gardien lui confie une mission urgente, promettant un bonus très généreux. Elle sourit sournoisement et pense à quel point aider son oncle lui semble soudainement épanouissant. À la maison de charité du Sacré-Cœur, un garçon est allongé inconscient dans son lit. Le médecin remarque qu'il est éveillé tandis que le garçon demande groggy où il est. Le médecin se présente et demande si le garçon se souvient de ce qui s'est passé. Le garçon tourne doucement la tête sans répondre.
Le médecin le rassure qu'avec un exercice approprié, il se rétablira complètement. Le médecin s'éloigne tandis que quelqu'un demande s'il y a déjà des résultats. Il rapporte que l'ennemi a de nouveau effacé toutes les traces, mais assure qu'il continuera à surveiller la source du mal extrême. Les anges se heurtent à des bêtes démoniaques, criant qu'ils ne reculeront jamais. Un chevalier rallie ses camarades pour cibler d'abord le dieu démon, tandis qu'une attaque de feu s'écrase sur l'ennemi d'en haut. Mais le dieu démon se déclare lui-même la source de tout mal. Il affirme qu'il est les 7 péchés, accordant à ses ennemis une punition céleste. Un pilier de lumière s'abat tandis que quelqu'un crie à Luc de se réveiller. Sa main se tend vers le haut. Alors que Luc se réveille dans la confusion, une voix ordonne aux 6 divisions de former le tableau de scellement des démons des 6 harmonies, s'activant instantanément dans l'air. Slot explique que Luc voit des fragments de mémoire d'un précédent éveilleur de la source du mal extrême. Slot avertit que rester plus longtemps dans son esprit risque de s'effondrer sous la source du mal extrême, tandis que Luc s'enquiert de la situation dans le monde réel. Slot lui montre une projection de Penny, tandis que son corps est maîtrisé et crie d'incrédulité. Penny gronde Simon tandis qu'il lui demande si elle sait qui est Luc. Elle admet qu'elle le connaît, mais n'avait pas réalisé qu'il avait éveillé la source du mal. Elle se tourne sur le côté et demande qui est le gamin blond, tandis que Jinda observe nerveusement à quel point elle semble proche de Luc et se demande s'il devrait établir une connexion. Il sourit et essaie de se présenter, mais elle répond froidement que son identité n'a pas d'importance. Sans hésitation, elle tire sur Luc, mais Simon s'en mêle. Il ricane et l'avertit qu'elle ne peut pas le tuer en tenant la balle qu'elle a tirée. Jinda tremble de peur en demandant pourquoi elle ne peut pas le tuer et rappelle à Simon comment son maître est mort. Simon se souvient comment Silu et Shang se sont sacrifiés il y a des années pour sceller les veilleurs précédents, ajoutant que Yan Shu a été gravement blessé et ne s'est toujours pas rétabli. Penny demande pourquoi il défend toujours Luc malgré qu'il se souvienne de tout cela, blâmant l'état handicapé des 6 divisions sur les éveilleurs de la source du mal extrême. Jinda demande poliment s'il peut intervenir, notant que Luc n'est pas la même personne qui a tué son maître, donc elle ne devrait pas le tenir responsable. Il explique que le mécanisme que Luc a réveillé est la source du mal extrême, où 9 éveilleurs sur 10 meurent. Les survivants verront inévitablement leur conscience originelle consumée, tandis que Jinda continue de défendre Luc. Simon déclare solennellement que le royaume humain a décidé que les éveilleurs doivent être exécutés dès leur découverte, sans exception ni survivant. La source du mal extrême est une malédiction imparable et irrésistible, et ceux qui la réveillent sont voués à la folie. Ou pire, leur conscience est dévorée et ils deviennent des monstres. Penny demande à Jinda ce qu'il ferait s'il rencontrait une source du mal extrême qui ne s'est pas encore pleinement développée, le prenant au dépourvu par la question. Luc répond avec désinvolture qu'il éliminerait la menace tôt pour éviter de futurs problèmes, tandis que Slot est surpris qu'il soit d'accord avec Penny. Simon explique que les humains ne sont naturellement pas aptes à affronter des êtres d'autres mondes, disant que les humains ont des capacités limitées. Dans les batailles passées contre des êtres d'autres mondes, l'humanité était toujours destinée à perdre. Simon note que le tournant de la bataille a été la source du mal extrême, se souvenant qu'elle est apparue pour la première fois lors de leur premier affrontement avec des envahisseurs d'un autre monde. Une figure a non seulement atteint le rang féroce, mais a changé le cours de la guerre à elle seule. Finalement, les deux parties ont convenu de régler les guerres futures par le biais du jeu du mal extrême. Penny est surprise et admet que son maître ne lui a jamais rien dit de tout cela. Simon explique que c'était une affaire top secrète au sein de la garde de nuit et ajoute que la conscience de l'éveilleur a été consommée plus tard, ce qui rend le sujet encore plus interdit. Les choses commencent à avoir du sens pour Penny, se demandant pourquoi Simon a un style de sacrifice de soi, qu'elle trouve déraisonnable. Simon la gronde pour son manque de respect, tandis qu'il déclare qu'ils doivent protéger Luc maintenant et même s'il devient un monstre plus tard. Jindé intervient soudainement et leur dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter autant, admettant qu'il n'a pas compris la plupart de leur conversation. Il se souvient avoir vu Luc devenir fou de ses propres yeux, notant qu'il a survécu uniquement parce qu'il a fait preuve de clémence avant que Slot n'apparaisse. Il suggère nerveusement que peut-être Luc ne sera pas dévoré après tout. Simon est choqué et demande si Luc a repris conscience de lui-même, ce que Jinda confirme fermement. Simon trouve cela incroyable car aucun éveilleur précédent ne s'est jamais libéré de berserk de lui-même. Jinda hausse les épaules et lui dit de demander à Slot, tandis que Simon sort un objet brillant et dit qu'il doit réveiller Luc immédiatement. Simon offre à Jinda un talisman brillant d'une énergie rayonnante. Le talisman s'avère être un objet de substitution de vie qui peut annuler la mort une fois pendant l'épreuve. Les yeux de Jinda s'écarquillent d'admiration, réalisant à quel point il est précieux. Simon explique que la seule façon d'aider Luc à se rétablir est de renforcer son pouvoir mental. Il avertit que si Luc entre seul dans le jeu du mal extrême, il déclenchera une épreuve de rang féroce. Simon demande si Jinda est prêt à aider en regardant le talisman. Simon note que Jinda et Penny entreront dans l'épreuve ensemble, tandis que Jinda demande nerveusement si elle le protégera à l'intérieur. Il confirme ensuite qu'il est acceptable de s'enfuir si les choses deviennent trop dangereuses jusqu'à ce que quelqu'un lui frappe la tête, tandis qu'un garde de nuit le gronde pour être un lâche malgré qu'il ait reçu autant de soutien. Un système alerte Jinda qu'il entrera dans l'espace d'épreuve dans 10 secondes. Il remarque qu'il a reçu plusieurs objets alors que Penny n'a rien reçu, se demandant si elle est juste une personne altruiste qui n'attend aucune récompense.
Penny confirme avec désinvolture que son compte a été crédité de 1 million, tandis que Simon confirme que le paiement a été transféré, choquant Jinda, exigeant de savoir pourquoi elle a reçu de l'argent et pas lui. Penny et Jinda disparaissent dans l'épreuve, tandis que Yuzin souligne à quel point les jeunes sont énergiques. Simon demande à Yuzin s'il valorise vraiment autant ce gamin. Simon se souvient qu'il n'était même pas autorisé à voir les objets donnés à Jinda, tandis que Yuzin répond, le maître de Penny à quelqu'un pour perpétuer son héritage. Il soupire en disant qu'il serait tragique de mourir sans personne pour hériter de son héritage, mais Simon note que Jinda est faible et qu'ils n'ont peut-être pas le temps de le nourrir. Pourtant, Yuzin dit que le mécanisme de Jinda ressemble beaucoup au sien, ce qui le fait attendre avec impatience la croissance du gamin. Un écran système annonce une épreuve de rang féroce appelée la cage du désastre. Jinda a l'air choqué après avoir appris que sa tâche est de caresser un chat, mais une bête massive le domine à la place. Il crie à l'aide alors que la griffe de la bête se balance vers lui. Jinda est piégé alors que la bête le domine, réalisant qu'il n'a nulle part où aller. Il claque sa main sur un panneau de commande en désespoir de cause jusqu'à ce qu'un écran révèle que le chat spirituel a un rang féroce. Un autre message affiche des instructions et des informations générales sur le protocole de confinement et le niveau de danger. Le système note continuellement que le chat spirituel devient hostile une fois qu'il verrouille une cible. Jinda panique et appelle Luke et Penny à l'aide. Pendant ce temps, Penny remarque calmement que cette épreuve l'a instantanément accueillie. Une autre entrée du système classe une bête aquatique rouge comme rang féroce avec des protocoles de confinement détaillés. Il avertit que le poisson rouge, comme la créature, devient plus violent lorsqu'il est touché de manière inappropriée. Penny est choquée tandis que la monstrueuse créature marine se précipite soudainement vers elle. Dans un autre confinement, il est révélé que Luke est détenu. Luke apparaît à l'écran et demande si quelqu'un est là. Il sourit avec espièglerie et note qu'il s'est enfin réveillé. Luke essaie à nouveau de voir si quelqu'un peut l'entendre, réalisant que l'autre partie n'est pas disposée à lui parler car sa mission d'échapper à l'association des désastres est déclenchée. Il reconnaît l'association, réalisant qu'il l'a entendu du gestionnaire auparavant. Il reste sur ses gardes car le gestionnaire trouvait même l'association effrayante. Luke apprend soudainement qu'il y a eu une sortie anormale la dernière fois, et que les récompenses sont en cours de règlement pour lui. Luke a été promu gestionnaire par intérim, et ses récompenses sont augmentées de plusieurs points, lui souhaitant de manière moqueuse un jeu agréable. Luke saisit le ton du système et exige qu'il s'excuse auprès de lui. Il oublie cela et jette un coup d'œil à son nouveau titre et à son mécanisme à la place. Il apprend que c'est la constitution qui a principalement augmenté, tandis que le mécanisme amélioré est la touche du mal extrême. Cependant, il remarque que les remarques sont un peu effrontées. Son titre est maintenant un présage auspicieux et donne une malédiction à ceux qui l'attaqueront. Le confinement s'ouvre soudainement tandis que deux soldats avec des armes à feu apparaissent à l'autre bout de la porte. Le soldat appelle Luke et exige qu'il coopère à l'expérience. Il demande poliment à quel type d'expérience ils font référence, mais le soldat l'attaque soudainement. Luke sourit et lui demande de faire preuve d'un peu de clémence, mais cela ne fait qu'irriter davantage le soldat. L'autre soldat de rang supérieur rappelle à son collègue de ne pas parler aux détenus. Ils escortent Luke hors du confinement tandis qu'il voit les scientifiques mener des expériences à travers la fenêtre. Le sujet de test implore de l'aide tout en étant dévoré par un monstre, tandis qu'un scientifique demande s'ils ont déjà les enregistrements après avoir injecté l'agent DK au sujet de test. Sujet. Ils ont découvert que tuer 4 chercheurs a légèrement augmenté la valeur maléfique de leur sujet de test. Luke comprend la situation. Soudain, le détenu double au 3 qui s'avère être tendre est devenu fou et doit être maîtrisé. Pendant que Luke exprime sa confusion, le soldat lui demande de continuer à avancer tout en plaçant sa main sur un capteur. Le soldat lui dit d'entrer, dirigeant discrètement Luke pour qu'il appuie sur le bouton une fois qu'il est à l'intérieur. Il sourit et remercie le soldat tout en tenant le bouton dans sa main. Il s'avère que c'est une petite télécommande de bombe qui explose lorsqu'on appuie dessus. Le capitaine dit à Judas d'aider le docteur pendant qu'il aide avec Tendre. Judas suit ses ordres tandis que le capitaine note qu'il est son subordonné le plus fiable. Judas lui dit de ne pas s'inquiéter et promet qu'il est le plus fiable. Luke fait une pause momentanée, se demandant si l'homme plutôt était leur 4e coéquipier. Un système annonce soudainement le début de l'expérience, tandis qu'un grand mille-pattes apparaît dans un réservoir de confinement. Luke demande nerveusement quel type d'expérience c'est, tandis qu'un hologramme d'une femme nommée Mimi apparaît et propose d'expliquer. Elle explique que le mille-pattes est une limace du cerveau qui parasite les cerveaux hôtes, et après avoir pris le contrôle d'un corps, le parasite peut engendrer une progéniture de qualité encore supérieure. Elle dit qu'ils veulent tester la production massive d'êtres du mal extrême de haute qualité et appelle Luke un excellent matériau, le remerciant pour sa coopération au nom de l'association des désastres. Mimi fait soudainement une pause, tandis que Judas l'informe que la tâche assignée a été accomplie. Elle lui demande ce qui s'est passé avec le détenu, tandis qu'il rapporte que l'équipe a mal jugé la force mentale du détenu et l'a fait se réveiller prématurément. Docteur Mimi lui dit de gérer la sécurité pendant qu'elle se concentre sur une autre expérience, mais Judas a un programme différent en tête alors qu'il tire le couteau pointu derrière lui. Elle l'arrête soudainement avec une dernière question exigeant de savoir comment Judas est mort alors qu'il se jette sur elle. Une escouade de soldats armés se précipite et ordonne à Judas de ne pas bouger. Il sourit et demande comment ils ont découvert qu'il n'était pas le vrai Judas,
tandis que Nuni révèle que chaque membre du personnel doit déclarer un mot de code pour entrer dans sa chambre. Elle se demande aussi ce qu'il a fait d'autre à part injecter l'agent d'éveil aux détenus, tandis que l'imposteur avoue que son autre plan est découvert. Une explosion massive se produit dans l'installation, tandis que le soldat informe que la chambre de Luke a été piégée avec des bombes et qu'il s'est déjà échappé. L'imposteur désigne l'explosion soudaine comme la réponse à sa question, tandis que Minnie lui demande de décliner son nom, ce à quoi il répond en plaisantant qu'elle peut l'appeler Feng. Des coups de feu éclatent alors que les gardes ouvrent le feu, causant la mort instantanée de Feng. Minnie ordonne à tous les départements de poursuivre les opérations et de préparer un plan de compensation pour la famille de Judas. Un soldat demande s'ils doivent recapturer Luke dans la zone de confinement. Elle sourit et dit que la véritable expérience commence maintenant, alors qu'elle ordonne la libération de tous les détenus. Les gardes sont stupéfaits, tandis que Mimi explique que Luke a une valeur énorme et pourrait débloquer la vérité de leur monde. Un soldat hésite, tandis que Minnie demande quel est le but de l'association des désastres. Il répond solennellement qu'ils sont pour les Lucioles, tandis que tous les soldats proclament leur dévouement inébranlable à la poursuite de la vérité. Dans un flashback, il est révélé que Fan s'est vu attribuer une identité spéciale où il participera au procès avant ses coéquipiers. Il entrerait en mode spectateur et ne serait pas pénalisé après sa mort, mais il recevrait la peine de mort normale si ses coéquipiers échouaient. Feng, qui possède un mécanisme d'entraînement oculaire, admet qu'il a été négligent. Il voulait à l'origine attaquer le boss en solo, mais il s'est avéré qu'elle était d'un type très intelligent, mais il a quand même réussi à mettre en place divers buffs pour ses coéquipiers à l'avance. Il regarde Jinda se faire poursuivre par une bête massive et le trouve faible, tandis qu'il félicite Penny, mais elle semble contrée par son ennemi. Pendant ce temps, il pense que Luke n'a pas de chance après avoir été affecté en tant qu'objet détenu jusqu'à ce que quelque chose attire l'attention de Fan. Luke attrape soudainement le mille-pattes en train de proférer des grossièretés alors qu'il parle à l'insecte. Fan est rendu muet, tandis que les mots de suggestion de Luke ont été activés avec succès. L'insecte tente de se libérer de Luke, déconcertant Fan alors qu'il observe ses actions étranges. Luke se souvient que le docteur Minnie a dit que le mille-pattes ne supporte pas les types avec de la merde dans le cerveau. Il procède à manger le mille-pattes, choquant Fan derrière le moniteur. Il se demande d'où vient Luke tout en se sentant dégoûté. Luke gagne soudainement le statut de parasité et des tentacules comme arme, et même ses attributs ont été améliorés. Son regard perçant s'affiche jusqu'à ce que les tentacules sortent de son dos. Luke n'est pas contrôlé par la limace cérébrale, mais en raison du dégoût du monstre envers Luke, il refuse de le contrôler. Les tentacules tombent au sol tandis que Fan hurle de choc profond. Soudain, l'armée est alarmée que Luke ait violé le confinement pendant qu'il se prépare pour les ennemis dans sa position. Luke charge sur les soldats pendant qu'ils tirent sur lui. L'agilité de Luke l'aide à esquiver les balles, frappant les soldats avec ses tentacules acérés et les claquant contre le mur. Il demande à Mimi ce qu'ils doivent faire ensuite, ce à quoi elle leur ordonne simplement d'enregistrer. Elle observe que la valeur de mal extrême de Luke est imprévisible. Mais une fois qu'elle dépasse un certain seuil, elle peut gravement déformer la logique et le jugement cognitif d'une forme de vie. Luke est heureux d'avoir enfin trouvé un pouvoir pour se protéger, ordonnant à la limace cérébrale de cacher ses tentacules. Luke négocie que si elle se comporte bien, il la laissera sortir. Sinon, la limace cérébrale passera le reste de l'éternité à l'intérieur de lui, incitant le monstre à se cacher immédiatement. Pendant ce temps, le poisson monstrueux se jette sur Penny, mais elle esquive sa frappe. Penny attrape le monstre, se balançant sur le dessus de celui-ci. Elle murmure qu'elle devra d'abord s'occuper de cette nuisance jusqu'à ce qu'une voix lui dise de crier que Fan est le plus cool, répétant la direction bizarre. Une voix mécanique confirme que le mot de passe est correct. Fan annonce le protecteur terrestre et les modifications qu'il a apportées, tandis que Penny atterrit sur le sol et le traite déhonté. Le monstre grogne de frustration alors que Penny saute à travers l'affichage terrestre lumineux. Le monstre attaque la projection, mais il ne fait que s'écraser contre le mur. Fan critique soudainement le ton de Penny et lui rappelle de déclarer les mots de passe plus factuellement, mais le projecteur se brise soudainement alors que Penny lui dit de ne pas laisser de messages inutiles. Penny inspecte l'objet et note qu'il pourrait rapporter un bon prix, frustrant Fan après que son invention ait été détruite. Fan commente que la force de Penny est suffisante, et il ne devrait pas trop s'inquiéter pour elle. Cependant, il regarde Jinda et se demande comment quelqu'un d'aussi faible a pu passer l'étape. Il demande à Jinda s'il a besoin de soutien, ce à quoi il accepte. Une capsule tombe soudainement du plafond, distrayant la bête au sol. Une explosion massive se produit, paralysant la cible à proximité. La fumée se dissipe tandis que la bête exprime sa lutte. Fan explique qu'il a 10 secondes pour vaincre la créature et remet en question le faible appariement de l'adversaire. Jinda atterrit sur le sol, prêt à affronter la bête affaiblie avec son arme tranchante. Le monstre se tient debout tandis que son mouvement est restreint jusqu'à ce qu'il se souvienne de son passé de chaton errant. Le chaton sursaute alors que des pierres sont jetées sur lui, tandis que des étrangers cruels l'abusent. Le chaton a exprimé sa détermination après être devenu un sujet de test et a développé une agressivité anormale et un potentiel étrange. Un rapport a noté son hostilité extrême envers les humains et ses ondes cérébrales inhabituelles et est resté retenu. La bête domine Jinda malgré qu'il soit paralysé, tandis qu'il suppose que le monstre se calme enfin. Soudain, une entaille rouge déchire l'air.
Gilda regrette son geste imprudent qu'il a laissé blesser, se souvenant du chaton près de leur orphelinat et se demandant où il a fini. Gilda décide de le nourrir, mais il s'arrête déjà car il commence à se sentir faible. La bête continue de se nourrir jusqu'à ce que le système confirme que Gilda termine sa tâche de caresser le chat. Il s'échappe immédiatement jusqu'à ce que la bête se jette sur lui alors qu'il se recroqueville de peur, mais il brille soudainement, se transformant en chaton. Gilda demande s'il veut l'accompagner, ce à quoi le chaton confirme. Il a hâte de présenter le chaton à Luc pendant qu'il remarque qu'il ressemble à celui près de leur orphelinat. Pendant ce temps, des soldats ouvrent le feu sur leur cible, qui s'avère être un détenu nommé Fou. Il disparaît soudainement du site du soldat jusqu'à ce qu'il en attrape un en notant que c'est jeudi et cherche 50 objets aléatoires. Le système affiche un globe oculaire, qui est l'objet aléatoire que le Fou doit collecter. Il écrase le soldat et perce son visage, collectant sa première paire de globes oculaires. Les soldats se retirent immédiatement, ouvrant immédiatement la porte. Son soldat se recroqueville de peur et se demande pourquoi ils ne peuvent pas tuer le Fou, tandis que l'un d'eux est frustré que ce soit jeudi. Le Fou qui ne doit jamais voir l'heure où un calendrier sourit de joie après s'être échappé de son confinement. Il s'avère qu'il est un gentil vieil homme, mais devient violent une fois qu'il voit quelque chose lié au numéro 4 et demande 50 objets aléatoires. Le soldat est choqué d'apprendre que le Fou était détenu dans un confinement top secret auquel seuls les directeurs peuvent accéder. Son collègue panique après avoir réalisé qu'ils ont été abandonnés. La pièce sombre dans le désespoir alors que l'autre soldat réalise qu'ils sont condamnés. Une voix ferme leur dit soudainement de se lever et de saisir leurs armes appartenant au capitaine Zeus. Il sort un sérum alors qu'il prévoit de distraire le Fou pendant que les soldats s'échappent. Les soldats réalisent que Zeus détient la potion de décomposition et lui demandent de ne pas l'utiliser. Zeus se l'injecte et dit aux soldats d'arrêter de se plaindre. Il tape le lecteur d'accès tout en assurant à ses subordonnés qu'il marchera devant eux en tant que leur capitaine. Le couloir est rempli de travailleurs inconscients, tandis que Luc les traverse et note que de nombreux monstres ont été libérés. Il s'arrête un instant, sentant un scientifique vivant. Le sourire sinistre de Luc s'affiche tout en notant combien il aime dévorer une créature vivante. Le scientifique hurle de peur et supplie d'être épargné, mais Luc insiste sur le fait qu'il a faim et qu'il a besoin d'être nourri. Le scientifique propose de le faire sortir puisqu'il est directeur, tandis que Luc lui rappelle de partager des informations importantes au début. Luc demande soudainement au directeur de tout partager sur l'association des désastres, ce à quoi il partage que c'est une organisation mystérieuse cherchant la vérité avec une influence répandue presque partout. Il y a une branche dirigée par le docteur Mimi, qui se concentre sur une mission de recherche critique. Leur objectif est de découvrir la vraie nature de la valeur de mal extrême, où ils capturent des créatures pour étudier le lien entre leur croissance et la valeur de mal extrême. Au fil du temps, les créatures capturées ne répondaient plus aux attentes, ce qui a incité à rechercher des spécimens plus forts. Une rare opportunité s'est présentée lorsque des êtres de rang féroce se sont affrontés dans un événement, qui a été détruit dans la bataille et a laissé une créature de rang féroce gravement blessée. Le directeur a capturé la créature blessée, et le docteur Mini l'a nommé chef de projet. Cependant, les choses ont changé à partir d'hier, car Mimi a annoncé la découverte d'un échantillon de recherche avec une valeur de mal extrême encore plus élevée et a décidé de concentrer tous les efforts dessus. Sa décision était finale, et elle l'a complètement ignorée. Il fulmine que Mimi est jalouse et se demande comment un échantillon avec une valeur de mal extrême plus élevée pourrait exister. Luc écoute simplement le directeur jusqu'à ce qu'il offre une issue tant qu'il l'escorte jusqu'à Tendeur. Le directeur révèle qu'il a personnellement conçu le confinement de Tendeur. Avec un sourire narquois, il accepte l'accord et leur dit de montrer le chemin. Ils arrivent près du confinement, mais une barrière bloque l'accès direct à l'emplacement de Tendeur. Il est révélé qu'un capitaine s'est injecté une potion d'E.K. Luc reconnaît quelqu'un qui porte un uniforme de soldat, mais le directeur le rejette froidement et dit qu'il n'est plus humain après avoir essayé de sauver des subordonnés sans valeur. Le capitaine muté rugit et charge en avant dans une frénésie, percutant le verre renforcé de toute sa force. Le verrou de confinement se désengage après que Zeus brise le verre. Luc se demande s'il a vraiment protégé ses subordonnés, tandis que le directeur ricane et dit que ce n'était que des gardes de bas niveau et le critique pour avoir endommagé un objet détenu. Le directeur demande à Luc s'il peut vraiment gérer la situation, ce à quoi il répond avec assurance et demande au directeur d'ouvrir la porte. Zeus grogne et avertit que Luc est dangereux, sautant vers lui et le directeur. Luc parvient à esquiver son attaque tandis que Zeus tourne son regard vers Luc. Soudain, il reçoit une balle dans la tête tirée par Penny qui offre son aide à Luc. Le directeur jette un coup d'œil nerveux derrière un mur où il se cache. Il se rassure en se disant qu'il ne devrait pas y avoir d'objets détenus dangereux à proximité jusqu'à ce que Jinde s'accroupisse à côté de lui alors qu'il se cache également. Le chaton est assis sur son épaule et affiche son regard perçant. Le directeur panique en reconnaissant l'objet détenu. Un cercle magique apparaît soudainement alors qu'une boule de feu est lancée, frappant Zeus, qui engloutit tout son corps. Enragé, il jaillit à travers les flammes, choquant Penny alors qu'il reconnaît sa robustesse. Luc l'attrape soudainement avec ses tentacules, l'aidant à esquiver l'attaque de Zeus. Il explique que c'est un lien, tandis que Zeus marque une pause pendant un instant. Penny note que la haute résistance aux joyaux de Zeus le rend presque imperméable à leurs attaques,
ce qui incite Luke à lui demander si elle a des compétences de dégâts élevés, et elle répond qu'elle en a, mais qu'elles sont difficiles à placer. Il le lance en avant à l'aide de ses tentacules, tandis que Penny lui crie dessus de frustration. Zeus l'attrape par le cou et lui donne un coup de poing. Luke se jette sur eux, coupant Zeus avec son éventreur. Elle tient un objet brillant et le fourre dans la bouche de Zeus. Le tentacule s'enroule étroitement autour de son visage, enfermant l'explosion à l'intérieur de sa bouche. Zeus crache de la fumée et tombe au sol. Penny pense que Luke est allé trop loin, tandis qu'il sourit et dit que c'était une vengeance pour le coup que la créature avait prévu de porter. Elle est surprise qu'il le sache, tandis que Luke note que Zeus semble toujours vivant. Il essaie de parler à Luke malgré son état affaibli. Il reste 5 minutes avant le début du donjon de la cage à désastre, tandis que le système informe tous les transmigrateurs de se préparer à l'entrée et expose l'objectif de la mission. La récompense est de 2000 points de valeur de mal extrême avec des avertissements contre le partage d'informations classifiées. 2 gardes commentent les transmigrateurs entrants, curieux de savoir qui apparaîtra cette fois. Le capitaine interrompt et leur ordonne de se préparer pour le procès. L'un remarque que la préparation est inutile car presque personne ne survit de toute façon. Un garde demande en plaisantant ce que les autres feraient s'ils survivaient, ce qui les incite à jeter un coup d'œil pensif. L'un d'eux admet qu'il veut partir, disant que le docteur Mini a mentionné que comprendre la vérité pourrait rendre cela possible. Un autre dit qu'il veut voir le monde extérieur, curieux de savoir quel genre de personnes sont réellement les transmigrateurs. Le capitaine assure au groupe qu'il a aussi des rêves et promet de les aider à survivre. Il partage qu'une fois que la recherche du docteur Mimi aura abouti, il demandera de longues vacances pour tout le monde. Pendant ce temps, Zeus explique que la potion d'Eka a un coup dans son esprit, mais elle l'a aussi aidé à se réveiller. Luke lui dit de parler d'abord. Zeus demande s'il pouvait épargner les membres du personnel qui n'étaient que des chercheurs de données ordinaires. Un avertissement clignote pour ne pas divulguer les secrets internes de l'association des catastrophes, mais il hurle de rage et refuse de craindre les menaces maintenant qu'il a déjà été écarté. Luke lui couvre soudainement la bouche, ce qui provoque la confusion de Penny à laquelle il répond qu'il retire l'équipement. Zeus essaie de se libérer, mais Luke le retient. Luke déclare qu'il déteste le chantage moral, disant qu'il devrait apprendre les bonnes manières lorsqu'il demande des faveurs. Restreint et désespéré, Zeus écoute en silence. Il offre tout ce qu'il a comme un plaidoyer. Luke reconnaît le geste et dit qu'il connaît la procédure. Zeus demande doucement si sa demande sera maintenant accordée, mais Luke lui oppose un refus froid. Une capsule mystérieuse roule sur le sol, choquant Zeus. Une description révèle que la drogue est une panacée, une réplique qui guérit la plupart des états mais provoque des effets secondaires aléatoires. Luke lui dit de sauver ses collègues lui-même, tandis que Luke précise que ce n'est qu'une transaction et veut connaître la mission. Zeus marque une pause pendant un instant, tandis que Luke dit qu'il veut les détails de la mission, mais avertit de ne pas déclencher le mécanisme d'élimination. Zeus hoche la tête et se prépare à expliquer. Ailleurs, le directeur implore grâce alors que la bête se dresse derrière lui. Jinda demande soudainement à Penny quel genre d'objet détenu elle a rencontré auparavant, mais Luke revient soudainement et dit qu'ils vont déjà partir. Il annonce qu'il a une nouvelle idée pour le procès. Pendant ce temps, le fou gît sur le sol et s'assoit lentement. Avec un sourire entendu, il dit que la situation ne se résume pas à se battre et à tuer, citant que la grâce sociale et les relations humaines comptent aussi. Le groupe arrive sur le site de confinement de Thunder, tandis que le directeur note qu'ils ont eu de la chance que le monstre ait été gravement blessé lorsqu'ils l'ont attrapé. Luke souligne que le monstre conserve toujours un rang féroce tandis que le directeur ouvre le confinement. Le monstre est assis au milieu de la pièce, qui s'avère être Thunder en train de jouer avec un soldat. Elle lui donne un violent coup de pied au visage, notant que cela est censé faire mal. Le directeur partage fièrement qu'il lui a injecté une forte dose de potion de décomposition, mais elle n'a montré aucun signe de mutation jusqu'à ce que sa frustration s'affiche après que Minnie l'ait disqualifié du programme. Luke demande comment le directeur prévoit de contrôler le monstre, ce à quoi il répond qu'il a juste besoin de réinitialiser la configuration au cas où elle se déchaînerait à nouveau. Jinda panique et a l'impression qu'ils sont envoyés à la mort, mais le directeur n'a pas d'autre choix et promet de les soutenir. Penny est chargée de surveiller le directeur, tandis que Jinda s'enquiert de sa tâche. Luke répond qu'il viendra avec lui, l'emmenant immédiatement voir le monstre. Penny avertit le directeur de ne jamais essayer de tour, promettant de coopérer avec eux car il veut aussi quitter cet endroit. Les gars gardent une distance de sécurité avec le monstre, tandis que Jinda s'interroge sur le plan de Luke. Jinda est soudainement enveloppée dans les tentacules de Luke, le jetant directement dans le monstre. Jinda la regarde, tandis que Thunder se tient avec assurance avec un bras manquant. Luke la salue calmement, stupéfiant le monstre après avoir vu un visage familier. Elle se jette sur lui sans hésitation, tandis que Luke invoque avec confiance sa compétence appelée la racine de tout mal. Un cercle magique apparaît tandis que le système recherche une entité qui serait disposée à être son serviteur. Et Amazonu apparaît soudainement devant l'attaque tendre de Luke et bloque, se plaignant de tomber sur un monstre dès son arrivée. Elle se tourne vers Luke alors qu'elle précise que c'est lui qui l'a invoqué, ce qui incite Luke à réagir avec surprise. Surprise. Amazonu rassure la sécurité de Luke car elle sous-estime avec confiance l'ennemi, mais Luke l'avertit que son adversaire est fort.
Tender la repousse instantanément avec une puissante frappe tandis que Luke lui demande si elle est toujours en vie. Elle s'exclame avec incrédulité tout en demandant quel est le niveau de son adversaire. Tender se jette sur elle tandis que Luke lui dit qu'ils ont le même niveau seulement si Amazonu n'est pas affaibli. Elle se relève et engage Tender dans un combat rapproché, se plaignant à Luke et attribuant sa perte au fait qu'elle est affaiblie en raison de sa faiblesse. Luke intervient et prépare son arme tout en lui disant de ne pas s'inquiéter. Elle lui dit de gagner du temps pendant qu'il se prépare à se battre. Un appareil brillant est révélé, qui est identifié comme le contrôleur. Il est dit à Jinda d'appuyer sur le bouton rouge en haut jusqu'à ce qu'il invoque un appareil tandis que le directeur lui crie de se dépêcher. Jinda sourit et explique qu'il est en train de planter une bombe, ce qui provoque un choc chez le directeur. Un compte à rebours de 30 secondes apparaît alors qu'il exige la clé des étages supérieurs, menaçant de faire exploser tout l'endroit s'il ne suit pas. Le directeur prétend que l'endroit ne peut pas être détruit si facilement, mais Jinda le met au défi de lire les informations de son article. Le directeur panique en lisant les informations d'une bombe quantique extrêmement dangereuse. Le directeur regarde avec incrédulité, incapable de comprendre comment il pourrait posséder une telle arme. Penny l'avertit de tenir compte des conséquences, lui rappelant l'échantillon à haut risque qu'ils ont capturé. Le directeur se rend compte qu'ils avaient tout prévu depuis le début. Pendant ce temps, Luke et Amazona se battent contre Tender, tandis qu'il avertit sa partenaire de se méfier d'une frappe imminente. Le directeur présente précipitamment la carte d'accès, tandis que Jinda pose immédiatement sa main sur le capteur. Tender serre les poings de rage alors qu'elle se prépare à frapper Luke. Elle tombe soudainement à genoux et hurle de douleur, rendant Luke sans voix. Il demande à Amazona si elle va bien, ce à quoi elle le rassure sans hésitation. Elle explique qu'il ne s'agit que d'une blessure mortelle et loue son lien avec son corps d'origine. En attendant au revoir, elle lui dit que c'est toute l'aide qu'elle peut offrir pour le moment. Luke la regarde disparaître, remarquant qu'elle est plutôt intéressante. Un écran système révèle des détails sur le déguiseur, décrivant comment l'article modifie les apparences et les descriptions d'articles pour tromper les autres. Le directeur s'effondre faiblement, affirmant qu'il leur a donné tout ce qu'ils voulaient. Penny tient la carte d'accès et exige de savoir comment l'utiliser, tandis qu'il lui demande d'utiliser le terminal à proximité pour accéder au niveau supérieur. Elle scannait la carte tout en confirmant que l'emplacement est correct, tandis que le système vérifie son autorisation et commence à déverrouiller la voie d'évacuation d'urgence. Elle confirme que c'est authentique pendant que le directeur sourit avec satisfaction. Il sourit méchamment et dit que c'est la seule façon de la surprendre. Soudain, une grille lumineuse la piège et la prend au dépourvu. La reconnaissance faciale échoue et un protocole de sauvetage l'éjecte violemment. Elle atterrit et s'émerveille de la technologie avancée. Le directeur se redresse avec confiance, soulagé d'avoir gardé une longueur d'avance. Il s'adresse à Luke et révèle qu'il est le chef du projet de l'association de lutte contre les catastrophes et le chef original de la base. Luke réalise calmement que son identité était connue depuis le début. Le directeur sourit et dit qu'il savait tout depuis le début et qu'il avait tout prévu. La bête se jette en avant alors qu'elle essaie d'attraper le directeur, mais se heurte à la porte fermée. Le directeur se moque de la bête, disant que les mesures de confinement ne peuvent pas être brisées. Il sourit avec suffisance, fier de la force et de la préparation de la base. Le directeur se vante de sa connaissance approfondie et de son contrôle sur tout dans l'installation, tandis que Penny admet que le confinement est trop fort et qu'elle n'a pas les moyens de le détruire. L'expression de Penny change quand elle réalise que quelque chose ne va pas, tandis que le directeur crie de frustration et reproche à l'apparition de Luke d'avoir ruiné son projet. Il révèle qu'il avait prévu de capturer Luke qui est le bien le plus précieux de Tender et de les opposer l'un à l'autre. Tender s'arrête un instant, tandis que le directeur déclare qu'ils découvriront lequel d'entre eux est le projet supérieur. Jinda se cache derrière la bête et demande à Luke s'il peut la battre. Luke doute de lui-même, se demandant comment il pourrait la vaincre, tandis que le directeur sourit, disant que c'est dommage que Tender soit incomplète et se demande à quel point elle aurait pu être forte. Il lui ordonne de tuer tout le monde, tandis que Jinda se demande nerveusement s'il devrait courir au lieu d'affronter un monstre féroce. Il est tiraillé entre fuir et les laisser derrière lui jusqu'à ce qu'il décide de tout risquer et de charger en avant. Luke précise qu'il n'a jamais dit qu'il devait la combattre lui-même. Jinda a l'air confus lorsque Luke invoque soudainement Tender arme. Luke sourit et accepte de montrer au directeur sa forme parfaite, ce qui incite le directeur à regarder avec incrédulité. Il lui lance le bras de Tender alors que son expression choquée s'affiche. Elle retrouve enfin son bras, murmurant doucement dans la confusion alors que la réalisation se fait jour. Une vague de lumière l'enveloppe alors qu'elle commence à retrouver sa véritable forme et sa force. Une alarme rouge retentit alors que la chambre forte centrale sécurisée est violée. Le directeur panique face à sa valeur maléfique croissante, essayant d'évaluer la situation sur un panneau de contrôle. Il s'énerve quand quelqu'un l'appelle. Penny sourit avec assurance et lui montre un écran holographique et lui demande de regarder. Il regarde avec choc alors que la projection de la planète Terre se profile à l'arrière-plan. Le poisson monstrueux apparaît alors que l'avertissement confirme que les mesures de confinement ont échoué. La bête perce le sol pendant que le chaos éclate. Toussant, le directeur exprime sa confusion. Il lève les yeux vers la silhouette d'une femme, qui s'avère être Tender. Il essaie d'être amical avec elle, mais elle perce instantanément son corps avec sa main acérée, laissant un trou profond dans sa poitrine.
L'alerte rouge annonce la mort du personnel de classe A et déclenche le mode d'autodéfense. Des tourelles laser émergent des murs, tirant rapidement sur Thunder. Elle utilise calmement ses cheveux puissants pour contrer les balles, tandis que Penny et Jinda commandent sa force terrifiante, soulagée d'avoir réussi à s'échapper. Jinda est surprise que Penny ait réussi à s'échapper, mais elle se sent gênée d'en parler. Le directeur regarde Thunder, la reconnaissant comme la forme parfaite pour son projet. Il rit de façon maniaque, affirmant que son projet est le plus fort et qu'il avait raison depuis le début. Thunder le poignarde d'un coup rapide et mortel, tandis que le directeur a l'air satisfait avant de perdre complètement conscience. Il tend la main vers elle avec des mains tremblantes, l'appelant belle, jusqu'à ce que son corps s'envie s'effondre sur le sol. Luke intervient, raillant le ressentiment pathétique concernant l'annulation du projet. Thunder se retourne rapidement avec une violente attaque de revers, tandis que Penny et Jinda crient d'alarme, avertissant Luke de faire attention. Il se fiche sous le choc après ce qu'il voit ensuite, où Thunder touche tendrement le visage de Luke, la saluant après une longue absence. Elle est stupéfaite qu'il soit réellement venu, tandis qu'il répond avec désinvolture qu'il ne fait que passer, et elle lui dit qu'elle comprend. Penny et Jinda sont confuses, tandis que Luke demande à Thunder si elle veut l'accompagner pour rencontrer la personne responsable des expériences. Thunder décide de l'accompagner, tandis que Luke est ravi de rencontrer enfin le Dr Mini. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.